Bonjour tout le monde, je suis Danny Plourde, conseiller au partenariat industriel chez Ivado, l'Institut de valorisation des données. Il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce 4e webinaire de cette série sur l'application de l'intelligence artificielle dans le secteur bioalimentaire. Donc, ce webinaire est issu d'une collaboration entre l'Obvia, le MAPAC, Forum IA Québec et Ivado sous la direction des chercheurs Marc-André Sirard et Éric Paquette du département des sciences animales de l'Université Laval. Donc, pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, je vous informe que cette série de webinaires a été initiée en décembre dernier avec une première édition qui a été dédiée à une introduction à l'intelligence artificielle appliquée au secteur bioalimentaire. Une deuxième édition a également eu lieu en janvier dernier sur l'enjeu des données où on a abordé, entre autres, les rapports du Cyrano sur le virage numérique. Les enregistrements, d'ailleurs, de ces deux webinaires sont disponibles sur le site de l'Obvia. Et donc, la semaine dernière, on a débuté un nouveau cycle, donc un bloc de 4 webinaires qui se tiendront dans le mois d'avril. Donc, chaque webinaire se concentre sur les enjeux propres à une filière bioalimentaire en particulier. Donc, mercredi dernier, on a débuté ce bloc de webinaires avec la filière des productions animales. Aujourd'hui, on s'intéresse aux productions végétales. Le 22 avril prochain, à la transformation alimentaire et le 28 avril aux pêches et à l'aquaculture. Donc, les inscriptions, d'ailleurs, sont ouvertes pour ces deux webinaires si ça vous intéresse. Donc, les objectifs de ces webinaires sont de concerter les acteurs de chacune des filières et de faire un état des lieux concernant la valorisation des données, d'identifier les freins à l'innovation ainsi que les besoins du milieu pour valoriser les données. Ce travail de concertation et de réflexion servira par la suite à la rédaction d'un document qui permettra de tracer les solutions, les actions et les voies de développement pour les décideurs de chaque filière. Donc, sans plus tarder, je vous explique comment on va procéder pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, on aura pour débuter la présentation de producteurs et d'utilisateurs de données. Donc, ces présentations seront suivies par des discussions avec des experts en intelligence artificielle et experts en données. Donc, tous ces conférenciers répondront en fonction de leur réalité aux 3 questions suivantes. Donc, la première, quelles sont les sources de données? Et là, autant les sources de données qui sont existantes et celles qui sont manquantes. Donc, quelles sont les sources de données et leur potentiel pour leur valorisation et l'application de méthodes d'intelligence artificielle? Quels sont les leviers et obstacles pour la valorisation des données et l'application de méthodes d'intelligence artificielle? Et finalement, la troisième et dernière question, quels sont les besoins des acteurs pour contribuer à la valorisation des données et l'application de méthodes d'intelligence artificielle? Donc, pendant ces discussions et ces présentations, on va avoir l'assistance de Geneviève Barry, qui est co-directrice stratégie et innovation assistée ID de l'ENAP et chercheur, qui produira une cartographie des données, en fait des idées énoncées pour synthétiser l'état des lieux de la filière des productions végétales. Donc, une première version de cette carte sera présentée suite aux présentations et discussions avec nos 6 premiers conférenciers. Et par la suite, on va ouvrir la discussion avec une dizaine d'intervenants et d'intervenantes de l'industrie pour commenter cette carte et ajouter des éléments manquants. Donc, on va débuter sans plus tarder avec notre premier conférencier qui va se prêter au jeu de répondre aux 3 questions que j'ai énoncées dans les dernières minutes. Et j'ai nommé Philippe Laroche-Audette, qui est responsable du développement des affaires et de la technologie de l'information chez AgriFusion. Donc, Philippe est fils d'agriculteur agricole en production laitière. Après des études en tourisme à l'UQAM, il a été travailleur autonome pendant 15 ans, dont développeur de logiciels pour une firme en informatique. Les Moulins de Soulanges et chez AgriFusion. Depuis 2018, Philippe s'occupe des technologies de l'information, soit l'analyse des données, autant d'intelligence d'affaires et pour faire la cartographie, en collaboration avec l'équipe d'agronomes, de technologues et d'opérateurs chez AgriFusion. Donc, bienvenue Philippe, merci d'être avec nous cet après-midi. Bonjour monsieur, bonjour mesdames.
Alors, je présente d'abord et avant tout qui sommes-nous, Agrifusion. Alors, Agrifusion, c'est une ferme agricole qui a pris naissance en 2000. 20 ans plus tard, c'est environ 3000 hectares de grandes cultures et de production maraîchère, répartis au Québec, en Montérégie-Ouest et en Ontario. Ferme 100% biologique depuis 2014 avec environ 9 cultures en rotation, céréales, légumineuses, légumes. C'est un parc environ de 150 équipements agricoles à la fine pointe de la technologie. C'est 2 centres de grains, un centre d'expédition pour l'expédition de la production maraîchère. C'est un laboratoire d'analyse de grains. C'est aussi une équipe formidable de 50 employés composée d'agronomes, technopérateurs, mécaniciens et ouvriers agricoles. Alors, pour répondre aux questions d'aujourd'hui sur les sources de données qui sont existantes ou manquantes, chez Agrifusion, ce ne sont pas les données qui manquent. Les données sont disponibles, quel que soit le type d'équipement qu'on va utiliser, que ce soit, par exemple, les données de géomatique, de géologie, série du sol, on utilise un drone, on utilise le tracteur autonome, ce serait plus le tracteur John Deere dans lequel, évidemment, il y a un RTK qui permet justement l'autoguide. Et évidemment, le tracteur ne permet pas de tourner lorsqu'il a atteint le bout du terrain. C'est aussi de la pulvérisation contrôlée. Alors, les données, elles sont présentes, elles sont là, mais elles ne sont pas valorisées. Alors, c'est aussi les données internes, les données internes qu'on utilise, par exemple, pour réaliser le plan de culture. Donc, il y a beaucoup en silo qui ne se parlent pas les unes par rapport aux autres. C'est aussi des rapports qui viennent de l'externe. Je pense, par exemple, au PAF, où il y a des recommandations. Alors, que faisons-nous avec ces recommandations-là? Alors, voilà. Au niveau des leviers et des obstacles, alors ce serait plutôt la prochaine étape. Au niveau des obstacles, il y a absence de protocole de collecte de données qui devront être intégrés au processus agronomique et opérationnel. Les données ne sont pas structurées, elles ne sont pas normalisées, donc par conséquent, elles peuvent ne pas être valides et la qualité ne sera pas au rendez-vous dans ce cas-ci. L'accès, il y a aussi un autre obstacle, c'est l'accès inadéquat de la transmission technologique des données. Par exemple, nous, on a dû signer 3 contrats pour avoir accès à Internet haute vitesse, alors que c'est ce genre de service anormal qu'on devrait payer, mais juste il a fallu trois contrats. Alors, il y a aussi la capacité de transmission de la donnée en milieu agricole qui peut être difficile, qui peut être problématique. Il y a la 3G, il y a la LTE, il y a l'avenue de la 5G qui pourrait peut-être nous aider. J'ai vérifié, jusqu'à présent, il semble être probable que Rogers ait la meilleure couverture au niveau de la 5G. Autre technologie qui pourrait être utilisée aussi sur la ferme, ce serait par exemple la communication par fréquence radio, dite LoRa. Autre problème qu'on rencontre aussi, c'est les formats de données qui sont pas nécessairement accessibles chez nous. Puis ces formats sont peut-être aussi propriétaires de certains fabricants. Alors, autre problème, c'est que les fabricants peuvent donner accès partiellement aux données, justement, dues à leur modèle d'affaires, ce qui n'est pas nécessairement intéressant pour valoriser les données et ces analyses. Donc, les données cumulées sont prises dans le temps et dans l'espace. Donc, la latitude, la longitude et la date, pour nous, sont importantes. Alors, c'est important que la donnée soit partagée par les fabricants. Autre problème, c'est aussi l'accès à des ressources informatiques à des coûts raisonnables, entre autres pour la science des données. Il n'y a pas d'arrimage entre les différentes sources de données pour l'utilisation du machine learning et éventuellement d'intelligence artificielle. Alors, tout le monde travaille en silo. C'est un défi chez nous. Il y a autre chose aussi, c'est à qui appartiennent les données, qui en est les propriétaires, puis qu'en est-il de la confidentialité? Alors, ce sont 3 interrogations que je me pose, que l'équipe se pose à chaque fois qu'on fait rentrer un nouvel équipement technologique. Et finalement, au niveau des leviers, autre problème, c'est le manque de connaissances en géomatique. Pour réaliser des analyses par cartographie spatio-temporelle, alors je vais expliquer un peu plus loin les leviers, dont les formations qu'on pourrait octroyer. Alors, au niveau des leviers, il y aurait accès aux données existantes, par exemple, par des API ou par des banques de données ouvertes, dites Open Data. On pourrait utiliser des logiciels d'agrégation des sources de données. Je pense soudainement à Power BI de Microsoft. On pourrait aussi utiliser l'analyse par cartographie avec le logiciel QGIS.
Autre levier, ce serait accès à des programmes de formation pour les protocoles, processus, les sciences de la donnée. L'accès aussi à des objets connectés agricoles certifiés. Je donne un exemple Microsoft, Plug and Play. Alors là, j'ai deux stations de météo, il n'y en a pas un qui communique l'une avec l'autre, deux compagnies différentes, mais les données cumulées sont similaires. Et les deux stations météo en question, c'est du Plug and Play. Autre levier, ce serait aussi avoir accès à des programmes de subvention. Je vais y revenir un peu plus tard dans les besoins des acteurs. Il faudrait aussi poursuivre le développement des partenariats avec l'industrie, et plus précisément ici les agriculteurs, les centres de recherche, puis les firmes conseils en intelligence artificielle. Autre levier qu'on pourrait aussi mettre en place, c'est d'utiliser les services web qui sont disponibles. On ne veut pas réinventer la roue, évidemment. Alors, je pense à des concepts tels que Google et la reconnaissance au niveau des images. Nous, on pourrait l'utiliser, par exemple, pour la reconnaissance des mauvaises herbes, des insectes, etc. Il y a aussi les services web tels que le NDVI ou les indices de stress hydrique qui pourraient contribuer éventuellement au modèle prédictif de l'intelligence artificielle. Alors, bien des données qui sont disponibles, bien des leviers, il faut juste savoir les arrimer. Et je terminerai avec quels sont les besoins des acteurs pour contribuer justement à la valorisation des données. Mais d'avoir une meilleure synergie, je pense, des expertises multidisciplinaires, l'agronomie, la géomatique, la statistique, l'informatique et bien sûr l'intelligence artificielle. Et une dernière suggestion, ce serait d'avoir des programmes de subvention pour chacune des phases de projet. Alors, je pense, je vais les nommer, ces phases-là que j'ai définies. C'est l'idéation, la conception, la recherche-développement, le développement applicatif, la commercialisation, l'implantation, la documentation et la formation. Présentement, les programmes de subvention qui sont absents, c'est au niveau de l'idéation, la conception et le développement de logiciels applicatifs en milieu agricole, surtout pour le côté biologique. En ce qui concerne les formations, moi, depuis 2018, j'ai eu accès à des formations amélioration des compétences. Je pense, par exemple, à l'introduction à l'utilisation de Excel, introduction à l'utilisation de Power BI pour créer des rapports interactifs avec aussi possibilité d'incorporer de la cartographie. Il y a aussi l'utilisation du logiciel QGIS pour lequel j'ai été chercher une formation au sein de nos équipes. Et il y a deux autres subventions aussi que j'ai été chercher au niveau de la formation toujours, c'est faire une étude globale sur les logiciels existants, tant en Amérique du Nord qu'en Europe. Et la dernière formation, ça a été l'implantation des processus en milieu agricole par rapport aux opérations et aux opérations agronomiques. Alors, je pense qu'il y a lieu à avoir un protocole des processus plus clair, justement pour réussir à valoriser la donnée. Et ça commence d'abord et avant tout avec des outils simples. Et ensuite, on pourra complexifier le modèle chez nous. Je pense que ça fait le tour de la question. Et merci. Merveilleux. Un grand merci. Philippe, déjà, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été véhiculées par Philippe. Je suis convaincu que Geneviève est en train de prendre des notes en accéléré présentement. Donc, on va passer à notre deuxième conférencier qui est Vincent Pelletier, directeur des sciences agronomiques chez Ortho. Donc, Vincent a complété un doctorat en sol et environnement à l'Université Laval en 2015 sur la gestion de l'eau en production de canneberge. Il a par la suite été engagé par Ortho pour diriger une équipe de chercheurs agronomiques et de scientifiques des données. Cette équipe développe des nouvelles sondes permettant de collecter des données au champ et développe également des outils basés sur des méthodes d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle pour valoriser les données recueillies. Bonjour Vincent, bienvenue parmi nous. Bonjour Denis, merci pour l'introduction. Donc dans le fond, peut-être en quelques mots pour introduire qu'est-ce qu'on fait chez Ortho. Dans le fond, on offre à nos clients une plateforme, ou plutôt des applications, pour leur permettre d'optimiser et de maximiser la gestion de leur irrigation. Donc, on a des stations de champ qui prélèvent des données qu'on envoie vers des serveurs web, qu'on traite, qu'on transforme, et à la fin de la ligne, on offre en fait des recommandations à propos de quelle serait leur prochaine irrigation nécessaire. En gros, on est présent dans 45 cultures en Amérique du Nord.
pour un total d'environ 1300 fermes qui couvrent un total d'environ 300 000 acres. Puis, on est dans le domaine depuis pratiquement une vingtaine d'années. Donc, pour répondre à la première question sur l'importance des données, les sources de données que nous, on utilise, ou plutôt qu'on génère, en fait, comme je mentionnais, on a nos acquisiteurs de données dans chacun des champs de nos clients. On a des stations météo, on a des capteurs d'humidité relative de l'air, de la température, puis on a aussi un peu ce que je dirais la base de notre système, qui sont les tensiomètres dans le sol, qui sont enfouis à différentes profondeurs, qui permettent d'avoir une idée sur l'infiltration d'eau et le patron d'humectation de l'eau. C'est avec ces données de ces capteurs-là, dans le fond, qu'on va faire nos recommandations agronomiques pour les irrigations. Depuis peut-être un an également, on a ajouté à notre offre les cartes NDVI. Dans le fond, les cartes sont produites par les satellites. Fait que dans nos applications, les cartes NDVI sont maintenant disponibles à nos clients. On a également ajouté dans la dernière année les prévisions météo en se connectant avec l'API de Open Weather. Même présentement, les clients peuvent aller voir les prévisions météo directement dans notre application. Et depuis, je dirais, environ le dernier mois, on a également ajouté le calcul des prévisions de l'evapotranspiration des références dans notre application. Pour la valorisation de nos données, j'ai séparé en deux, fait que la chaîne de valeur externe, donc pour nos clients, et la chaîne de valeur interne, donc pour Ortho, dans le fond. Pour la chaîne de valeur externe, dans le fond, toutes les données qui sont prélevées dans les stations chez nos clients, fait qu'on parle environ de 8 millions de points de données par jour. Une fois qu'ils arrivent dans nos serveurs chez AWS, mais la première étape, c'est le nettoyage des données. Donc, avant la présentation des données à nos clients, on a une étape de nettoyage. Et ensuite de ça, la présentation des données. C'est sûr qu'on offre des graphiques pour que les gens voient l'évolution de la tension dans les derniers jours, dans les dernières semaines, dans chacun de leurs champs. Mais avec les années, on a compris aussi l'importance, je dirais, de simplifier la présentation des données et surtout d'aider les producteurs, nos clients, à interpréter ces données-là. Il y a tout un travail qui a été fait chez Ortho de réflexion sur comment on présente les données pour que ce soit le plus simple possible, pour qu'en quelques secondes seulement, un producteur qui a 30, 40, 90 champs ait accès à l'information rapidement de quels sont les champs critiques présentement qui devraient apporter le plus d'attention. Et les champs qui ne sont pas critiques, ben eux, on les met à la fin de la liste, donc ça n'attire pas l'attention des clients. Donc, il y a vraiment un gros travail qui a été fait pour ça. Dans la chaîne de valeur, après ça, rentrent tous les outils qu'on développe à partir des méthodes d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine. Présentement, on est en train d'utiliser un de ces outils-là qui va permettre d'avoir un modèle prédictif de la tension pour la prochaine semaine. Pas juste de prédire la tension, mais aussi ce modèle-là va permettre d'établir des recommandations automatisées sur quelle serait la durée et le temps des prochaines irrigations. Et la dernière étape, si on veut, de valorisation des données, qu'on offre déjà depuis quelques années, c'est d'automatiser les recommandations qu'on fait. Donc, les systèmes d'irrigation, on est capable de démarrer les pompes, les valves, d'ouvrir les valves à distance pour venir un peu, si on veut, fermer la boucle de valorisation des données. Donc, c'est pas seulement de prélever des données, c'est de savoir quoi faire, dévaloriser aux yeux des clients et dans notre cas, ben, d'automatiser les étapes pour l'irrigation. Il y a aussi la chaîne de valeur interne des données. Donc, il y a quelques années, le modèle d'affaires d'Ortho, c'était de vendre des équipements à des clients, de vendre des sondes. Une fois qu'on avait vendu les systèmes, on reparlait aux clients peut-être une fois, deux par année pour faire une visite de courtoisie pour s'assurer que tout va bien, mais tous les appareils appartenaient à nos clients. Maintenant, on a changé le modèle d'affaires, c'est-à-dire que le client souscrit à nos services, le service final étant les recommandations pour l'irrigation. Donc, les appareils qu'on installe chez nos clients appartiennent à Ortho. Fait qu'on a le devoir, dans le fond, l'obligation de s'assurer que ces appareils-là fonctionnent en tout temps. Fait qu'on a plusieurs capteurs à l'intérieur des appareils qui permettent, entre autres, d'avoir une idée globale de la santé des appareils, entre autres, par exemple, la qualité de la batterie, la qualité du panneau solaire.
panneaux solaires, pardon. Et avec des outils, encore une fois, d'intelligence artificielle, on a développé des algorithmes qui permettent de détecter des anomalies sur, par exemple, un panneau solaire qui serait en train de mourir. Fait qu'au lieu de le laisser mourir et de s'en rendre compte plusieurs jours après, on lève un flag pour dire, OK, cette station-là a besoin de maintenance. Puis avec toute la liste des besoins de maintenance, bien, on envoie cette liste-là à un logiciel externe qui s'appelle Fleet Service Lightning, qui est fait par Salesforce. Puis lui, il nous donne une route intelligente pour chacun des techniciens qui sont répartis sur le territoire. Ça a permis d'améliorer énormément l'efficacité des techniciens en sauvant énormément de kilomètres parcourus, si on veut. Fait que c'est pas nécessairement une chaîne de valeur agronomique à valeur agronomique, mais nous, ça nous permet d'assurer que les capteurs fonctionnent bien, que les appareils fonctionnent bien pour nous assurer d'offrir des services de haute qualité à notre clientèle. La deuxième question, fait que pour les leviers et obstacles, je fais un petit peu un lien avec ce que je viens de dire. Dans le fond, un des enjeux ou obstacles ou défis qu'on a à relever, c'est pas juste de prélever des données, de les collecter, mais de vraiment développer des applications simples et faciles d'utilisation pour que les clients voient une valeur ajoutée à ce qu'on leur offre. Le deuxième obstacle, je dirais que c'est de développer les outils de collecte de données. Dans le fond, les entreprises comme nous, on a tous un peu un but en commun qui est de développer un modèle agronomique complet qui va permettre des recommandations, pas juste sur la gestion de l'eau, mais sur la fertigation également, sur la gestion des maladies ravageurs également. Mais pour ça, il faut des outils en temps réel qui mesurent les valeurs de haute importance. Par exemple, si on veut fournir un calendrier de fertigation, on doit avoir des sondes dans le sol qui mesurent le taux de nitrate, par exemple. Chez Ortho, on est en train de développer une sonde qui mesure les nitrates. On a déposé un brevet il y a quelques années, mais ça reste des enjeux assez majeurs qu'on n'a pas le choix de faire si par la suite on veut utiliser des outils de valorisation de ces données-là. Troisième obstacle, je dirais que c'est la mise à l'échelle des produits IA développés. Donc souvent, faire un modèle sur un ordinateur pour une sonde, une station, un champ, ça reste quand même assez facile d'avoir des résultats rapidement très positifs. D'appliquer ces résultats-là à l'ensemble d'une ferme, ça devient un défi d'un niveau supérieur. De l'appliquer à l'ensemble d'une clientèle dans différentes cultures, donc de généraliser les modèles d'intelligence artificielle pour qu'ils soient utilisables par tous nos clients, ça reste un défi plus élevé. Puis je dirais qu'une fois qu'on a passé ce défi-là, qu'on a des modèles généraux qui performent très bien dans tous les cas, dans tous les scénarios, de productiser ces modèles-là pour les rendre accessibles à nos clients, que le client sur son téléphone intelligent puisse avoir accès aux outils qu'on a développés. Mais ça reste tout un défi parce qu'il n'y a pas de recette qui est écrite d'avance. C'est pas très convivial, ça demande beaucoup d'essais-erreurs pour en arriver à développer un produit qui est accessible par les clients. Et le dernier obstacle, je dirais que c'est les difficultés à l'embauche. C'est quand même assez bien connu dans la région de Québec où Ortho est situé. Il y a une pénurie d'informaticiens. C'est très dur, c'est très complexe engager des développeurs, en particulier en intelligence artificielle, en particulier en agriculture. Fait que nous, quand on a commencé il y a quelques années à mettre en place des projets avec l'intelligence artificielle, on s'est dit, OK, on va commencer par engager un consultant externe, on va lui donner les projets. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Quelques années après, on s'est rendu compte que c'était une erreur. Ça n'a pas vraiment marché. Il y avait une déconnexion entre le consultant externe qu'on avait engagé et nos véritables besoins. Fait qu'on a pris un pas en arrière. On s'est dit, OK, on va s'engager notre propre scientifique des données. Ça a été par peut-être un mauvais hasard, ça n'a pas fonctionné non plus. Fait qu'on a pris un deuxième pas en arrière. On a été voir les gens qu'on connaissait, des entreprises qu'on savait qu'il y avait eu du succès en intelligence artificielle pour essayer de comprendre quelles étaient, eux, les clés de leur succès. Puis on a écouté leurs conseils, puis là, ça a donné quelque chose de très performant et fonctionnel. Fait dans le fond, ce qu'on s'était fait recommander, c'est un peu d'avoir un équilibre entre l'embauche de scientifiques de données, de développeurs web qui ont des connaissances en base de données, mais qui ont un intérêt pour notre domaine, donc l'agriculture dans notre cas, puis de mixer ces gens-là
de coupler ces gens-là avec des spécialistes du domaine, donc des gens qui ont des connaissances élevées, dans notre cas, en physique du sol, en hydrodynamique, en irrigation, en drainage, mais qui ont un intérêt pour la programmation et la science des données. Puis par osmose, ben, ces gens-là, quand ils travaillent ensemble, apprennent les forces de chacun. Puis c'est avec ça, dans le fond, qu'on est capable de faire des produits à haute valeur qui sont très connectés sur l'agronomie et qui utilisent les outils, les approches d'intelligence artificielle. Fait que pour les leviers, dans le fond, un peu ce que je disais, un des consultants externes qu'on a engagé, que ça a très bien été, qui nous a aidés parce qu'il avait bien compris nos besoins, c'était Ectic.ai avec Martin Laprise. Fait que dans le fond, il nous a aidé à mettre en place notre équipe. Il nous a donné beaucoup de conseils, il nous a enseigné les meilleures pratiques, il nous a permis aussi de nous aider à acheter les bonnes ressources informatiques nécessaires pour faire rouler des modèles d'apprentissage machine qui sont quand même assez gourmands. Fait que ça nous a énormément aidé. Ensuite de ça, les leviers à ne pas négliger, c'est les leviers financiers. Fait que nous, on a eu différentes subventions au cours des dernières années. Entre autres, un programme avec le TDDC sur 5 ans, un programme avec le MEI sur 4 ans, puis aussi les crédits d'impôt RSEDA qui peuvent bien compléter cette enveloppe budgétaire-là pour nous aider à accélérer le développement de nos modèles d'intelligence artificielle. Et un troisième levier qui est intéressant aussi, c'est de faire des projets avec des centres de recherche, que ce soit avec Agriculture Canada, que ce soit avec d'autres centres de recherche ou des universités. Mais ça permet de bien connecter les besoins des entreprises avec la recherche que les universités font et en formant des étudiants directement dans nos projets. Et après ça, c'est plus facile de recruter parce qu'ils ont déjà un intérêt, ils ont déjà une connaissance du milieu. Donc, pour nous, ça a permis de faire quelques embauches comme ça qui s'avèrent très intéressantes. Et pour le troisième sujet, qui est le besoin des acteurs, dans le fond, c'est un peu un résumé des deux premiers points que j'ai abordés. Fait que dans notre cas, si on avait eu quelqu'un dès le départ pour nous aider à faire le pont entre des consultants externes et nos besoins, probablement qu'on aurait sauvé quelques années, qu'on aurait accéléré davantage notre développement d'outils utilisant l'intelligence artificielle. Le deuxième besoin, je dirais que c'est faciliter l'accès au programme de support financier. Fait que oui, on a eu vraiment des subventions intéressantes, mais ça demande quand même beaucoup de travail. C'est pas simple. Remplir ces demandes-là, ça exige beaucoup d'énergie. On n'est pas assuré d'avoir au bout de la ligne de subventions. Quand on les a, on est super content. Et si on pouvait simplifier cette démarche-là, mais c'est sûr que ça serait apprécié. Et le troisième besoin qu'on a, je dirais, c'est que, comme j'ai expliqué tantôt, oui, on a un succès en maillant, en couplant des gens, des développeurs, des scientifiques des données avec des gens du milieu. Mais si on pouvait combiner les deux approches au sein d'une même formation académique, c'est-à-dire que un agronome ou un ingénieur en agronomie qui sort de l'université, si déjà avait des connaissances quand même approfondies en programmation, en intelligence artificielle, mais après, ça deviendrait des candidats très intéressants pour évoluer dans des entreprises comme la nôtre. Fait que juste à penser aux ingénieurs électriques, par exemple, ou les gens géométriques qui ont beaucoup de cours en programmation pendant leur formation académique, mais après ça, ils peuvent facilement devenir des programmeurs quand ils tombent sur le marché du travail. Fait que si on pouvait former ce que je pourrais appeler des programmeurs agronomiques, mais je pense que ça serait merveilleux pour le genre d'entreprise, entre autres, comme Orto. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. Fait que, merci beaucoup. Je repasse la parole à Dani. Super. Un gros merci, Vincent, pour ta présentation. On va te retrouver un petit peu plus tard pour la discussion en fin de webinaire. Et nous, on va passer à notre troisième conférencier de l'après-midi, qui est Julien Loiseau, qui est cofondateur et vice-président production et recherche et développement pour la boîte maraîchère.
Donc, Julien est l'ancien chef de culture pour les serres Sagami-Savoura. Il a accumulé plusieurs années d'expérience en club conseil agro-environnementaux et en recherche pour Agriculture et Agroalimentaire Canada. Julien se spécialise notamment en lutte intégrée, en optimisation des ressources et en hydroponie. Bonjour, Julien. Parfait. Merci, Dani. Honnêtement, je suis content. C'est sûr que j'ai pris un peu un aspect au niveau du développement, où est-ce qu'on était, nous, au niveau de l'approche de l'agriculture, au niveau de l'intelligence artificielle, pour montrer l'ampleur de certains défis sur lesquels on fait face. Donc, bon, principalement, comme Dani l'a dit, je suis cofondateur de la boîte maraîchère. Nous, ce qu'on fait à la boîte maraîchère, c'est qu'on crée des écosystèmes de culture qui sont en milieu contrôlé, qui peuvent être amenés, ça peut être autant installé en serre, mais principalement on est à l'intérieur de bâtiments. On en fait, nos premiers contrats sont en conteneurs, justement. Pourquoi? Parce qu'ils sont facilement déployables un peu partout. Et le but est vraiment d'arriver à dire on est capable de produire dans tous les milieux, dans tous les climats, peu importe c'est quoi l'aridité du système. Puis l'approche à ça, c'est qu'on sait déjà tous les différents enjeux climatiques, les enjeux liés au transport qu'on a. Puis on aimerait ça arriver à avoir une barrière au Québec, dire, c'est pas juste que Québec mange Québec, mais Bécomo va pouvoir manger Bécomo à l'année. Il va avoir vraiment une approche où dire, OK, une population avec sa main-d'œuvre est capable de subvenir. Donc, on fait le pari d'une agriculture qui est très localisée et qui va être capable de se faire vraiment avec les ressources. Pour ça, il faut vraiment optimiser chacune d'elles et il faut opter pour faire en sorte qu'il soit le plus simple possible. Pour le faire, mais il y a plusieurs choses qu'on a besoin de travailler de façon un peu en continu. Les sources d'intrants, les matériaux, les différents types de cultures. Je veux dire, on ne peut pas s'arrêter à une variété. Il faut être capable d'assurer la provenance. Après ça, il y a les modes d'opération, de production, les types de régies de culture. Puis il faut rester en tête que nos compétitions, c'est des produits qui arrivent du Mexique, de la Californie. Donc, il faut être capable d'arriver de produire à prix qui sont vraiment intéressants. Et je dirais le côté continu qui n'arrête jamais, c'est vraiment le développement technologique. Je veux dire, on a beau avancer, on a beau se monter, ça va rester toujours un enjeu. Donc, de là où est-ce qu'on a dit on fait des complexes alimentaires, puis on les fait où est-ce qu'au niveau qui sont les plus simples à opérer, qui ont la meilleure traçabilité et qui sont qui sont très accessibles. Si je reviens après ça, nous, une des problématiques qu'on a, parce qu'on a beaucoup de données dans le fond, puis ces données-là, c'est ça qui permet d'avoir un système qui est fiable. Les données qu'on émet, c'est principalement ceux qui viennent des systèmes de contrôle. C'est ceux qu'on prend avec les calendriers de production, au niveau des fiches de traçabilité, on a des rendements. Donc, toutes ces données-là, on les a, mais elles ne sont pas toutes amenées à être utilisées dans un système qui va rendre les équipements le plus fiable possible, qui va faire en sorte que quelqu'un, par exemple, un coup de joie, qui n'a pas d'expérience agronomique, qui est capable d'arriver et de dire, mais moi, j'ai de la nourriture fraîche à l'année qui va subvenir aux besoins de la communauté. Donc, dans l'acquisition de données, il y a beaucoup de contraintes. Avec le côté, on dit, bon, mais c'est beau, j'ai mes bases de données, j'ai mes calculs, j'ai mon humidité relative, ma température, ma photopériode. Après ça, il faut être capable de dire, ben, j'ai besoin que mon système puisse reconnaître ce qui se passe au niveau des plantes. Donc là, on veut que le système, il y ait une interaction entre le système et pas juste le côté humain où est-ce qu'on dit, ben OK, je sais que si je respecte telle humidité relative avec telle température, avec ces variétés-là, qu'est-ce que je vais avoir comme approche? Mais quand on veut amener que l'observation se fait par un algorithme, ben là, c'est qu'on rajoute des variables, on rajoute des inconnus et il faut être capable de toutes les mettre ensemble, ce qui demande des grandes banques de données. Ce que j'aime beaucoup dire, j'étais très fier de moi il y a quelques années quand je disais hey, j'ai 10 000 photos à noter avec des carences, avec des excès, des problèmes de maladie et autres, puis j'étais très fier. Puis là, le monde qui sont un peu plus dans l'intelligence artificielle, elle me dit ouais, mais c'est des millions de photos qu'il te faut avec des centaines de milliers de photos à noter. Donc là, j'ai fait OK, on n'est plus dans. On n'était pas dans la même game. Et c'est aussi comment est-ce qu'on les amène à se reconnaître. Donc, le besoin de la base de données, c'est-à-dire qu'il faut recréer chez la plante, dans différents milieux, les différents types toutes les carences, tous les excès, tous les désordres qu'ils peuvent avoir. Puis après ça, les annoter de façon où est-ce qu'un algorithme puisse bien les faire fonctionner. Si on regarde en bas à gauche la photo de fraisier, c'est avec Phytophthora coractum. C'est une maladie que quand j'étais en service conseil, souvent on l'envoyait au laboratoire, puis on disait ouais, mais finalement, ça avait l'air de ça, mais c'était pas le bon diagnostic, le diagnostic devenait négatif.
Donc là, dire, OK, comment est-ce que je vais créer toutes mes prochaines salles de culture, de contrôle, qui va faire en sorte qu'on va être capable de tout rentrer cette banque de données-là, qui va pouvoir être utilisée en champ, en serre, ou autant au niveau, nous, notre entreprise, comment on veut le faire, que ce soit un mode où le système répond de lui-même à ce qu'il va observer à l'intérieur des systèmes de production. Il y a beaucoup d'approches aussi qu'il faut mettre en parallèle avec ça. Donc, nous, la façon qu'un système qu'on voit qui peut analyser le plus précisément les données, ben, on parle beaucoup de la photodétection multispectrale, hyperspectrale, comment est-ce qu'on va le mettre en place. Mais à ça, il y a aussi des techniques au niveau d'opération qu'il faut corréler. Donc, au niveau, par exemple, l'humidité relative ou les températures 24 heures, des fois, il y en a qui vont gérer leur serre puis ils vont se baser juste sur leur température 24 heures. Puis ils vont toujours s'organiser de finir c'est quoi ma température pour avoir le meilleur rendement. Tandis que d'autres vont dire non, 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 moi, je vais y aller avec mes chartes de déficit hydrique. Puis c'est comme ça que moi, je vais aller chercher mes meilleurs rendements. Puis, il y a plusieurs pensées. On a eu des résultats qui sont extrêmement intéressants avec aussi des photopériodes multiphasiques dans une journée. Puis là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nos plantes, on était capable d'observer des effets sur nos plantes qui les outils, les appareils qui actuellement sont accessibles. Accessibles, je parle aussi par achetable, parce que si on regarde quand on tombe dans l'hyperspectral, les caméras, c'est extrêmement coûteux. Là, on dit, nous, je veux dire, j'arrive avec mes spectromètres, j'arrive avec tous les autres outils, les données, et je donne exactement de ce que je vois le même traitement à ma plante. La seule différence, c'est la source de lumière qui, elle, malgré qu'on donne une température, humidité, ils reçoivent et tout, la source était différente, mais au spectromètre, on voyait exactement le même spectre. Pourtant, j'observais chez la plante des développements qui étaient différents. On dit, OK, comment que ça se passe? Donc, on a des éléments qui nous empêchent encore de qualifier et de quantifier, des outils qui nous empêchent encore de bien quantifier et qualifier ce qu'on observe au niveau des plantes. Donc, de là, dire, OK, mais si on veut aller plus loin avec l'hyperspectral, c'est-à-dire on va aller mapper, dans le fond, dans ce qu'on ne voit pas. On est capable de suivre au niveau des plantes directement comment les éléments minéraux se promènent à l'intérieur. Donc, on peut arriver à prévenir le tip burn, par exemple. On peut aller voir le calcium, comment il s'est propagé dans la plante. Ça nous amène de dire, OK, comme outil diagnostique, comme outil de prévention, c'est quelque chose de très efficace. Par contre, il faut réussir à les amener avec des sondes qui sont moins coûteuses. Donc, quand on veut le faire, c'est de dire, bon, OK, je vois toute l'étendue que l'hyperspectral me donne comme données. Et après ça, avec mes autres petites sondes que je mets autour, je fais des corrélations. Et après ça, on peut se rendre compte que peut-être une webcam pourrait être suffisante par la suite. Mais c'est des choses qu'on n'est pas, ça va nous prendre encore énormément de données, beaucoup de temps à établir toutes ces bases de données-là, dire, OK, oui, on y arrive. Et tu sais, la lumière, souvent, quand on arrive dans le spectral, c'est beau quand on joue avec les spectres lumineux ou qu'est-ce qu'on avance au niveau des plantes. Mais quand on arrive en champ, puis c'est le soleil, on dit, bon, OK, il faut que ta sonde fasse automatiquement la soustraction de la lumière du soleil. Après ça, il faut que ton algorithme soit capable de les reconnaître. Après ça, quel type de bande qu'il va avoir besoin pour les tenir. Nous, on est chanceux parce que ce qu'on s'est concentré, on s'est concentré vraiment sur l'aspect agronomique des plantes. Et au niveau des leviers, c'est justement les partenariats. Donc, c'est-à-dire, nous, on a Aroma AI, qui est une entreprise qui ont fait des algorithmes vraiment très solides, qui nous guident là-dedans. Puis ça, c'était une immense aide. Puis, on travaille beaucoup aussi avec l'Université McGill pour être capable de trouver d'autres facteurs. Pas d'autres facteurs, mais d'autres moyens. Parce que les parcelles expérimentales ou le temps qu'on les met en place, c'est des choses qui coûtent beaucoup à des petites entreprises qui, nous, on est encore une jeune entreprise qui a à peine 5 ans. Et dire, bon, OK, c'est tous les frais de roulement, les installations, de tenir les parcelles expérimentales, de monter une banque de données en millions d'images qui vont être annotées, qui vont être corrélées. C'est des choses qui demandent beaucoup de temps. Après ça, on a besoin de toujours travailler sur améliorer les types d'outils, les équipements de mesure. Souvent, les projets, on a besoin de toujours dire, bon, OK, le privé, quelle contribution qu'on fait, qu'est-ce qui va aller en in-kind, comment est-ce qu'on est. Et très souvent, avec tous les programmes, souvent, le jonglage pour les plus jeunes entreprises, c'est quand même assez compliqué. Mais c'est vraiment pour pouvoir arriver, c'est vraiment le partenariat qu'il nous faut entre la majorité des entités. J'ai parlé de McGill, j'ai parlé d'Aroma, il y a des CCTT aussi avec qui on travaille, il y a des centres de recherche agroalimentaire aussi un peu plus ciblés. Donc, on partage un peu la tarte pour faire en sorte qu'on est capable
de regrouper les bons acteurs pour nous permettre d'avoir un algorithme, mais aussi un outil qui va être agencé à notre système de contrôle, qui va faire en sorte que peu importe où les sites de culture vont être placés, il y a déjà un élément diagnostique, un élément décisionnel qui est en place et on est capable d'arriver à avoir les opérations qui sont les plus simples et qui vont permettre de produire vraiment, nous, c'est vraiment ça qu'on fait aussi, production sans pesticides. Donc, c'est là-dessus notre brevet aussi, notre système contrôlé au niveau du système de fertilisation, puis tout le climat. On arrive, OK, c'est bon, on l'a monté, c'est quelque chose qui est efficace. Par contre, si on veut l'amener à une autre étape avec davantage de variétés, les rendre toujours plus compétitives avec les produits qui viennent de l'exportation, mais encore beaucoup de travail à monter. Donc, principalement, ben là, c'est un peu ce que j'expliquais, c'est l'interaction entre les différents outils. Dans le fond, c'est pas, ça a été déjà dit dans les autres présentations aussi, mais on veut simplifier les interactions entre les sons, les algorithmes, les outils, puis les acteurs décisionnels. Merveilleux. Merci beaucoup, Julien, pour ta participation. Je pense que c'était très dense en informations. On te retrouve un petit peu plus tard pour le panel en fin de rencontre. Pour l'instant, on va poursuivre notre survol des productions végétales là, dans le but de cartographier, je vous le rappelle, le potentiel, les enjeux et les besoins du secteur pour l'application de l'IA, avec une discussion avec 3 experts qui ont différentes expertises bien précises dans le secteur végétal. Je vous les présente pour débuter. Donc, tout d'abord, Lotfi Chiari, qui est agronome et professeur titulaire à l'Université Laval et qui œuvre depuis plus de 20 ans dans le domaine de la gestion agro-environnementale de précision des sols et des modèles de recommandation intelligents des fertilisants et des amendements organiques et minéraux. On a également Étienne Laure, qui est chercheur scientifique chez Agriculture et Agroalimentaire Canada en agronomie numérique. Étienne détient un doctorat en informatique de l'UQAM et étudie les applications de l'IA en agriculture avec une emphase sur la vision par ordinateur, l'imagerie satellitaire et l'évolution du microbiome. Et on a finalement Jean Caron, qui est professeur de physique des sols et de géostatistique et titulaire de la chaire en conservation et restauration des sols organiques, précédemment de la chaire en irrigation de précision et cofondateur d'Orto et fondateur d'EDAFIS, 2 compagnies de technologie d'agriculture de précision. Donc, bienvenue à vous 3, messieurs. Donc, je complète. Je trouve que plusieurs points ont été touchés par mes prédécesseurs, par Monsieur Roche-Audet, par Monsieur Pelletier, par Monsieur Loiseau. Et ce que j'ajoute ici, c'est l'effort collectif pour que l'intelligence artificielle soit digne de la confiance pour tous les acteurs dans le monde agricole. Donc, que ce soit pour les producteurs agricoles, s'ils ont de la machinerie, c'est ce que monsieur aussi Roche-Audet a montré, idéalement, c'est qu'ils fassent aussi de leur part un effort de leur part pour la calibration. Parce que ça, c'est un effet qui manque et que je l'ai observé aussi à travers plusieurs producteurs qui œuvrent en agriculture de précision et que généralement, le côté calibration des machines est parfois négligé. Donc, quand on passe d'une culture à une autre, quand on passe, par exemple, d'une saison à une autre, l'idéal, c'est qu'un essai de calibration doit être fait. Aussi, l'effort doit être fait aussi par les fabricants, que ce soit des outils d'agriculture de précision, au niveau comme par exemple des capteurs de rendement, dans d'autres domaines aussi, dans des capteurs de diagnostic des sols, des plantes ou des amendements ou n'importe quel intrant agricole. Comme je le montre ici, c'est le schéma de la collecte des données. On a utilisé des données pédologiques, des anciennes données pédologiques, et ici on voit que même le gouvernement, le MAPAC, il a mis l'emphase de traduire les données qui se trouvaient dans des documents de rapports pédologiques en des données numériques. On a exploité aussi ces données pédologiques pour aller explorer plus d'éléments de diagnostic qui étaient abandonnés. Il y a aussi des données associées, c'est-à-dire parfois il y en a des chercheurs qui ont des banques de données, mais il leur manque quelques petits aspects pour les compléter, pour les rendre plus fiables au niveau de la prédiction.
Idéalement, c'est aussi qu'il y aura une connectivité entre les chercheurs pour pouvoir bâtir des banques de données probantes et fiables. Aussi, les outils sont au service aussi du système de diagnostic, de la qualité aussi des intrants qu'on apporte en agriculture et de la recommandation des applications. Je dirais que au niveau de ces outils, ça évolue comme incroyable. Comme par exemple pour scanner des sols, on a passé du visible, on a passé du NIR, du proche infrarouge, de FTINR, du visible proche infrarouge. Il y a la technologie LIBS, la technologie FTIR. Donc, les technologies évoluent et l'évolution, elle est conditionnée par l'augmentation de la précision. Donc, c'est parce qu'il y a un problème de précision. Et ça prouve qu'il y a des effets de données erronées lors de la collecte des données. Et pour cela, ce qu'il manque, l'élément qui manque le plus, je dirais volontiers, c'est le SOP. C'est-à-dire, il n'y a pas une standardisation, il n'y a pas des protocoles que les gens puissent suivre pour arriver à des résultats vraiment très fiables, qu'on peut les compter et qu'on peut les utiliser en intelligence artificielle. Donc, je dirais la clé de la réussite, c'est la normalisation. Donc, comme on l'a fait pour toutes les actes d'analyse et de recommandation, il y a un programme comme le programme PALA de suivi des laboratoires accrédités, comme il y a aussi le BNQ, le Bureau de normalisation de Québec, pour recommander des matières fertilisantes. Donc, il y a des normes et puis les gens vont se sentir beaucoup plus à l'aise, il y a beaucoup plus de confiance quand c'est normalisé, quand c'est vraiment, ça a subi tout un processus et toutes des procédures de normalisation. Donc, le défi, je dirais, c'est le contrôle de la qualité. Trouver des façons d'avoir des procédures de contrôle de la qualité. C'est-à-dire, si le signal qui me sort maintenant, est-ce que c'est répétitif, ce signal? Donc, il faut, comme pour n'importe quel type d'analyse, envisager la répétabilité, la replicabilité, la reproductibilité, la linéarité aussi des outils de diagnostic. Et cela doit passer par des organismes comme, par exemple, le CEAQ, le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec, ou par le Bureau de normalisation de Québec. Donc, pour bien partir la machine intelligente, je dirais que et j'insiste sur le fait de la fiabilité et de la qualité, la robustesse et la transparence aussi. Et ceci ne peut se passer que lorsque on met toutes les compétences sur la même table de discussion et chacun, il va voir la problématique des procédures de prédiction par intelligence artificielle de son angle. Et idéalement, c'est suite à ces discussions, on sort des procédures et on sort aussi des protocoles et des documents normatifs qui permettent d'encadrer un peu les efforts faits dans ce sens pour élaborer et avoir des bonnes avenues dans la bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Merveilleux. Merci beaucoup, Lotfi. Donc, déjà, on a une belle problématique là, qui a été très bien évoquée là, de la part de Lotfi. J'aimerais entendre Étienne aussi sur l'enjeu des données. Donc là, on a parlé de normalisation, de certification. Est-ce qu'il y a dans ton expérience là, avec chez Agriculture Agroalimentaire Canada et ton expérience aussi de collaboration avec des producteurs, quels sont les principaux enjeux auxquels tu fais face là, pour la collecte puis la valorisation des données? Oui, merci. Donc, je pense qu'on a touché certains sujets avec les différents acteurs. Un des gros problèmes, c'est de d'abord définir c'est quoi la source de données, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte en agriculture. Est-ce que les données, on parle des images? Est-ce qu'on parle des données de pH? Est-ce qu'on parle des données de sol? Il n'y a pas encore, comme l'a dit
Lofty, il n'y a pas encore de standard. Et donc, je pense que c'est là qu'il va falloir travailler dans les prochaines années. Et pour revenir à la question, ce qu'on constate, c'est que c'est très difficile d'aller chercher les données chez les agriculteurs en ce moment. On a des projets pilotes chez Agriculture Agroalimentaire Canada où on essaie de normaliser un petit peu c'est quoi les données qu'on peut aller chercher, autant du niveau agronomique avec des clubs conseils que de ce qu'on peut aller chercher directement du producteur. Et je crois qu'il y a lieu, en fait, de travailler beaucoup dans ce domaine-là en commençant. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de normes précises en agronomie pour l'instant. Et d'autre part, si on arrive sur le potentiel, je dirais, au niveau justement de l'intelligence artificielle, ben, c'est assez nouveau, moi, mon entrée dans l'intelligence artificielle appliquée à l'agronomie. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il nous manque effectivement beaucoup de protocoles standards sur, tout du moins, comment on va annoter les données. Et je crois qu'il y avait un point important ici qui a été soulevé, c'est qu'on n'a pas de pipeline, par exemple, qu'on pourrait faire rouler sur Amazon ou sur n'importe quelle plateforme qui soit standardisée en agronomie. Puis, on rencontre en fait en agriculture de précision pas mal tous les mêmes problèmes. Donc, ça me paraît bizarre qu'on n'ait pas encore un protocole standardisé au niveau de la prise de données, au niveau du traitement des images, au niveau du traitement de tout ce qui est données agronomiques, que ce soit des données de sol, puis qu'on n'ait pas un protocole défini qu'on pourrait donner à des étudiants, par exemple, et qui puissent nous annoter les données. Et probablement que ce serait ça mon message aujourd'hui, ce serait probablement, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur établir des normes sur la notation des données agronomiques pour l'utilisation en intelligence artificielle? Aussi, ça prendrait, et ça a été touché un petit peu, peut-être des cultures témoins ou du moins une façon d'avoir des témoins lorsqu'on fait des expériences en agronomie en lien avec tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, par exemple, se définir un témoin de culture, par exemple dans le maïs ou dans les grandes cultures, dans les cultures horticoles, dans la laitue, pour pouvoir, après ça, normaliser si on veut être capable de comparer l'expérience faite par un chercheur qui va se trouver à Québec avec un chercheur qui va se trouver, par exemple, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ce que je vois comme défi en ce moment au niveau de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup au niveau, comme on l'a soulevé auparavant, c'est d'avoir des bonnes banques de données, mais qu'on ne compte plus en dizaines de milliers d'images, mais qu'on compte plutôt en millions d'images. Donc, est-ce qu'on ne peut pas avoir un outil standardisé pour, par exemple, prendre avec nos téléphones cellulaires des images, les différents symptômes directement sur le terrain, avec une position GPS précise, avec, par exemple, un certain type de données qu'on prendrait et qui seraient normalisées. Par la suite, il y a différents défis, en fait, qui vont être amenés dans les prochaines années. On est présentement en train d'avoir je dirais, une révolution au niveau de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on passe d'une agriculture classique à une agriculture plus bio et on passe d'une agriculture qui était beaucoup de la monoculture, puis on arrive dans la pluriculture. Et ça va amener beaucoup de changements dans la façon dont on va traiter les données. Donc, on parle de culture de couverture. Donc, on parle on ne peut plus seulement considérer un seul pixel comme étant uniforme dans un champ, mais on va vouloir dire que dans notre pixel, on va retrouver plusieurs cultures. Donc, c'est là, je pense qu'il va falloir travailler dans les prochaines années pour trouver une manière de vraiment annoter, en fait, nos données pour être certain que nos données soient prêtes à être utilisées dans les prochaines années, c'est-à-dire
plus seulement dans une seule classe, à un seul temps, mais plutôt des données qui vont être multiclasses et multitemporelles. Donc, j'ai débordé un petit peu dans la question d'Annie, mais je crois vraiment qu'il y a des pistes de solutions dans ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Mais je crois encore une fois qu'il va falloir travailler sur des standards ou du moins des benchmarks en agriculture pour être capable de standardiser un petit peu les choses, pour être capable de comparer, OK, est-ce qu'on fait mieux qu'avant ou on fait moins bien qu'avant? Exact. Excellent. Merci beaucoup, Étienne. Donc, on va poursuivre avec la même question avec Jean Caron. Donc, Jean, on a parlé beaucoup de standardisation, on a parlé aussi d'étiquetage des données avec Étienne. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux que vous voyez là, dans votre pratique au jour le jour concernant là, les données? Moi, je vais limiter mon intervention à la donnée, là, la source de la donnée, c'est les manques de données. Je suis d'accord avec les précédentes interventions là, en ce qui concerne la qualité de la donnée. C'est fondamental. Ça représente à peu près 50% du travail à faire quand vraiment s'assurer qu'on a de la donnée de qualité, puis faire attention parce que c'est pas parce qu'il y a des produits commerciaux qui existent qui sont dénués d'erreurs dedans. Et ça, malheureusement, on le découvre parfois à nos frais. Alors, on travaille actuellement avec une compagnie de stations météo, puis justement, ici à l'Université Laval. Et puis, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a un algorithme qui est dysfonctionnel depuis 2 ans, puis ça nous a pris, la compagnie l'a admis à force d'être mise devant les évidences, mais c'est important à ce moment-là d'avoir toujours une espèce de système témoin qui permet de contrôler la qualité de la donnée, parce que sans ça, tous les efforts subséquents que vous mettrez sont condamnés, vont être biaisés, en fait, par cette erreur-là. Deuxièmement, je suis tout à fait d'accord avec les besoins de standardisation de la donnée. Au tout début, il y a environ 25-30 ans, beaucoup de compagnies ont envahi ce secteur-là en se disant on va faire un produit qui fait tout. C'est bien de valeur, mais avec la diversification de l'agriculture, au contraire, il faut être capable d'avoir une certaine ouverture, une plateforme qui permet de croiser de l'information de plus en plus, puis les agronomes vont pouvoir jouer un rôle actif à partir du moment où ce croisement-là est possible. Alors, c'est important que les données soient rendues accessibles dans un format traitable pour avoir une meilleure pertinence. Les standards dans la qualité vont être importants aussi. Et ça, il n'existe pas de standard, malheureusement. Puis tout effort de standardisation va faciliter l'adoption de certaines informations. Mais un point que les gens n'ont pas mentionné beaucoup, c'est la reconnaissance, le peu de valeur qu'on accorde actuellement à la donnée. OK? Alors, au dernier colloque sur l'agriculture de précision, on faisait un sondage, par exemple, chez les gens, leur demandant une caractérisation de sol, d'après vous autres, ça vaut combien? Combien seriez-vous prêt à investir pour avoir une bonne qualité de données provenant de votre sol? Bien, le chiffre magique qui sort, c'est à peu près 15 l'hectare. OK? Faire une caractérisation de profil à des fins de drainage, on parle de 200 à 250 l'hectare et on sait que le retour sur investissement se fait à l'intérieur de 2 à 3 ans. Alors, on est un peu pris avec un problème de poule et d'œuf. Tant qu'on ne reconnaît pas que ces données-là ont une certaine valeur, les gens ne seront pas nécessairement prêts à investir puis les efforts nécessaires pour valoriser cette donnée-là. Et puis, tout effort qui va être fait pour reconnaître la pleine valeur de ces données-là, ben, va amener en fait une meilleure chance d'adoption. Mais actuellement, là, il y a beaucoup de compagnies qui essaient de faire des choses, mais qui finalement ne percent pas le marché parce que les gens ne sont pas prêts. Le marché estime que ça ne vaut pas vraiment cher parce qu'ils ne sont pas habitués de voir les gains que ça peut amener. Or, dans les cas concrets où est-ce qu'on a fait des études financières, des études économiques associées à l'adoption de certaines technologies. En général, le retour sur investissement se fait à l'intérieur de 1 à 2 ans. Okay? Alors, évidemment, ça postule au départ qu'on a des données qui sont de qualité puis qu'il y a un traitement adéquat qui est fait, ce qu'il ne faut pas sous-estimer non plus. Et le dernier point que j'avais à
apporter sur la question des données, c'est qu'on ne connaît pas parfois quelles sont les données pertinentes. Je vais vous donner un exemple. Je travaille avec une grosse firme de tracteurs, OK, qui, eux, je veux dire, sont convaincus qu'ils utilisaient le bon paramètre pour caractériser le problème, pour leur aider à démontrer, preuve à l'appui, qu'au départ, ils n'ont pas ils n'ont pas les 2 ou 3 données qui seraient vraiment pertinentes pour identifier le problème puis apporter les correctifs nécessaires. Alors, au départ, puis moi, je suis physicien du sol de formation, alors j'ai un biais systématique envers certaines mesures, mais toutes les études de caractérisation sont essentiellement très pauvres en ce qui concerne la caractérisation des propriétés hydrauliques, des propriétés d'échange de gaz des sols. Or, on s'aperçoit que souvent, c'est une variable très importante dans la réponse de la culture qui est pauvrement diagnostiquée. Alors, au départ, il faut aussi avoir la bonne mesure, les bons paramètres, et puis il faut avoir un contrôle de qualité de cette mesure-là si on veut que les autres outils, après ça, puissent donner leurs résultats. Alors, ça fait pas mal, j'ai pas mal fait le tour de cette question-là. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Jean. On va passer à la deuxième question. On va faire un tour de table un peu plus rapide pour cette question-là, mais qui est hyper importante quand même. Quels sont les leviers et obstacles pour la valorisation? Donc, une fois qu'on y a accès à cette donnée-là, c'est quoi les leviers puis les obstacles pour valoriser cette donnée-là, puis d'appliquer certaines méthodes d'intelligence artificielle? Peut-être que j'aimerais entendre d'abord Lotfi sur ce point-là. OK. Donc, je dirais le premier obstacle de l'utilisation, c'est comme je l'ai mentionné, c'est le manque de SOP. C'est-à-dire, comme actuellement, j'ai essayé dans mon laboratoire de détecter juste les paramètres de base. Combien de lectures je dois faire, à quelle fréquence, à combien de... Et puis, je trouve aucune information. Même des matériaux de référence applicables à la technologie elle-même, il n'y en a pas. Donc, j'étais obligé d'aller consulter des chercheurs australiens pour me trouver des matériaux de référence. Donc, chaque technologie, avant de la mettre en œuvre, chaque outil qu'on utilise en agriculture de précision ou qu'on utilise aussi sur lesquels on applique de l'intelligence artificielle pour estimer certaines propriétés des sols ou certaines propriétés des plantes, avant de le mettre en œuvre, idéalement, c'est de montrer ses preuves, de montrer que vraiment il est fiable, il n'y a aucun problème par rapport à leur utilisation. C'est ça. Il y en a maintenant des machines où ces procédures et ces programmes sont utilisés à l'intérieur des machines. Et quand on est allé voir ces programmes-là, on a vu que les niveaux de performance sont très, très faibles par rapport à ce que l'intelligence artificielle peut apporter. Donc, il y en a des machines qui marchent avec ce qu'on appelle le principe de chimiométrie et que ce principe de chimiométrie, on utilise des procédures de statistiques ordinaires. C'est très loin de ce que l'intelligence artificielle pourrait apporter et pourrait améliorer. Ça dure. Vous parlez justement là, de potentiel. Là. Donc, au-delà de tous les obstacles qu'on a évoqués, dans votre laboratoire, là, où est-ce que vous voyez le potentiel de valorisation des données? C'est ça. Dans mon laboratoire, le potentiel de valoriser les données, c'est d'une part, c'est parce que tout seul, une entité seule n'est pas capable de générer des big data. Donc, c'est certain qu'on doit collaborer ensemble. C'est certain qu'un groupe de chercheurs doivent se mettre ensemble pour mettre en place comme des procédures pour arriver vraiment aux objectifs ultimes qui est vraiment la valorisation de ces données-là. Donc, quand on parle de big data, quand on parle des données massives, c'est sûr, c'est des milliers ou des 10 millièmes de données qu'on doit le mettre. Aussi, le potentiel, je dirais maintenant qu'il y en a des banques de données qui sont open source, comme les SDAC en Europe, comme par exemple l'ICRAF en Afrique, qui a été instauré par des Anglais. Ça, on peut les utiliser aussi à titre comparatif
pour augmenter la précision au niveau de l'utilisation de nos propres données ici applicables au Québec. Donc, avant de coder, avant de mettre l'information sur la plateforme numérique, il faut bien évidemment s'assurer vraiment de la qualité. Je répète le mot qualité, c'est parce que c'était un frein pour moi pour même faire les premiers pas, c'était un frein. On a changé les appareils, on a changé les techniques, on a changé tout, mais on n'était pas capable d'arriver avec les minimums de standards que les méthodes actuelles sont capables de fournir. Exact, parfait. Merci. Étienne, chez Agriculture et Agroalimentaire Canada, le potentiel de valorisation des données, il se trouve où? C'est une bonne question. Je pense que ça touche plusieurs aspects. Puis on en a vu certains. Des fois, le potentiel peut être autant dans une serre que directement au champ. Je crois que le potentiel de valorisation, ça passe en fait par deux aspects. Le premier aspect, effectivement, c'est la question de données. Il nous manque des données ou il faut plus de données. Est-ce qu'il ne va pas falloir passer par un espèce de système de bourse de données? Peut-être que ça va être une bonne solution, mais tout du moins, le type de données qu'on va avoir, que la précision ne soit pas parfaite, on peut peut-être le pallier, mais un des gros aspects quand on parle d'apprentissage profond, en fait, c'est d'avoir toutes les données. Les modèles d'apprentissage profond les plus communs, ils requièrent en fait que l'on ait vraiment aucune donnée nulle, en fait, quand on les exploite. Donc, ça nous prend vraiment toutes les données si on veut être capable de faire un modèle. Et on arrive de plus en plus à une question aussi de positionnement des données par GPS, en fait. Et ça, je pense que c'est une discussion qu'il va falloir avoir. Comment on gère cette donnée référencée au niveau d'un champ? Parce qu'à un moment donné, il va falloir mettre la donnée sur une carte. Il va falloir se poser la question comment on gère ce type de données parce que il y a des enjeux éthiques, il y a des enjeux aussi d'utilisation. Puis, mon deuxième point, ça va être justement sur l'utilisation de ces données des modèles. Et je pense que Vincent de chez Orto a fait bien ressortir une des problématiques, c'est qu'un jour, il va falloir mettre peut-être des modèles qu'on va avoir développés au laboratoire directement au champ. Et il n'y a aucune possibilité pour l'instant dans les systèmes actuels de sondes qu'on peut acheter d'implémenter nos propres modèles si on veut faire avancer la recherche. Donc, peut-être qu'il va falloir prendre un certain leadership là-dedans pour vous dire, OK, voici les standards sur des modèles, voici les données d'entrée, voici les données de sortie, un petit peu comme on fait au niveau du génie logiciel, et dire, OK, on va pouvoir interchanger nos modèles pour, par exemple, à la place de prendre le modèle de XY, on va prendre à un moment donné le modèle d'Agriculture Canada, puis on va voir directement au champ qu'est-ce qui va se produire. Donc, cette possibilité peut-être de rouler nos propres modèles sur une série de capteurs ou d'agents de décision, je vois ça comme un levier qui pourrait être intéressant. Mais qui est en même temps un obstacle en ce moment parce qu'on n'a pas cette possibilité-là. Il faut toujours refaire du nouveau hardware ou une nouvelle technique pour être capable d'influencer ce que va donner le résultat de nos données, en fait, des modèles en intelligence artificielle. Excellent. Merci, Étienne. Jean, même question, levier dans votre secteur d'activité. Bien, en fait, nous, pour prendre un exemple concret, en ce moment, dans le cadre de la chaire en conservation, on développe un logiciel qui s'appelle Agirsol. On continue de le développer, qui est un logiciel de conservation essentiellement des sols, qui va faire des recommandations d'intervention localisées pour gérer le champ lui-même, là. Pas gérer la culture. C'est vraiment l'aspect sol qui est traité en priorité. Et puis, à ce moment-là, proposer des rotations, détecter les problèmes de compaction, faire des recommandations d'espacement de drainage. Le gros problème qu'on va avoir, c'est sûr qu'on le valorise à l'interne avec les partenaires qu'on a. Mais le problème après ça, c'est comment ça va être pris en charge parce que notre rôle s'arrête là.
à bâtir à bâtir cette structure-là, cette structure d'algorithme-là. Mais après ça, le problème qu'on va vivre, c'est comment après ça continuer à faire évoluer ça. Alors, même si on le publie en ligne, on voit plusieurs modèles comme ça qui sont abandonnés, faute d'intérêt envers la poursuite des choses. Et ce n'est pas le premier intérêt des entreprises. Souvent, ils vont dire, nous, notre intérêt premier, c'est de produire. Puis après ça, ben, l'outil, on s'en fout un peu. C'est comme s'ils s'imaginent qu'il va se mettre à s'auto-nourrir puis croître de lui-même, mais ce n'est pas tout à fait comme ça va se passer. Et Étienne le soulevait tout à l'heure, un des gros problèmes qu'on va avoir avec les outils logiciels de type boîte noire qui sont fermés, c'est que nous, on ne peut pas participer à les faire évoluer, d'une part. OK? Deuxièmement, il y a toujours aussi le cadre légal dans lequel les agronomes doivent faire des recommandations. Exemple, le plan de conservation des sols, le plan de gestion des sols est un acte agronomique. Et puis, à ce moment-là, si j'utilise un logiciel boîte noire pour faire la recommandation, je deviens responsable légalement du résultat qui sera associé. Alors, à quelque part, il y a un problème de confiance dans la boîte noire qu'on va devoir gérer. Il y a un problème de crédibilité de l'outil. Si on n'a pas accès à la mécanique interne, c'est très difficile de dire, ben écoute, je fais confiance à cet outil-là. Je ne sais même pas comment ils font le calcul, par exemple, d'érosion. Je ne sais pas comment ils font le calcul d'espacement de drain. Ça fait qu'à ce moment-là, s'il n'y a pas une structure ouverte ou une structure de contrôle, c'est pour ça que j'aimais bien la question des parcelles témoins. Dans certains cas, ça peut se faire, mais ça ne peut pas se faire partout. C'est de voir. On risque d'arriver vers deux situations où est-ce que tu as des gens qui développent de l'algorithmie et qui la publient, mais qui finalement n'est pas après ça reprise commercialement. Puis tu as d'autre part des gens qui développent en boîte noire, en silo, puis qui disent notre produit est bon, mais finalement, les experts du domaine ne sont pas en mesure d'intervenir pour dire si c'est vraiment le cas. Fait que ça, ce sont deux obstacles majeurs à l'adoption. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens vont avoir des problèmes, par exemple, à adopter certains logiciels de compagnie de fertilisation parce qu'ils vont se demander est-ce que la recommandation est neutre? Est-ce qu'elle ne favorise pas certains des produits? Est-ce que c'est biaisé? Alors ça, c'est un enjeu que personne n'a soulevé auparavant, mais qui m'apparaît comme très criant, puis qui est un problème de confiance, un problème de crédibilité dans les outils boîte noire, puis un problème aussi d'intérêt mutuel à collaborer sur la construction d'un collectif de décision, d'intervention au champ. Donc, toute la notion finalement d'explicabilité des algorithmes, puis la mise en production aussi là, de preuves de concept dans le milieu industriel là, qui sont critiques. C'est parce que les principes agronomiques, il faut savoir quels sont les principes agronomiques sous-jacents, ou il faut être en mesure de les contrôler. S'ils sont issus d'un produit d'intelligence artificielle comme un réseau de neurones qui ne donnera pas de mécanisme lui-même, ben, il faut être en mesure de voir au moins si le résultat est cohérent avec des calculs simples. Sans ça, c'est difficile de se commettre au niveau de l'assurance responsabilité professionnelle envers un outil dont on ne contrôle pas la qualité. Excellent. Donc, on va faire un dernier tour de roue, un dernier tour de table avec nos trois experts sur la notion des besoins des acteurs de l'industrie. Donc, d'une façon très succincte, pouvez-vous m'identifier là, quelques points extrêmement importants? Donc, on a parlé en début de rencontre de financement, on a parlé de formation. Est-ce que de votre perspective, là, selon votre réalité, est-ce que vous avez des points là, à évoquer au niveau des besoins des acteurs de l'industrie? Je prendrai Lotfi en premier. OK. Comme j'ai répété plusieurs fois la qualité, maintenant je vais répéter plusieurs fois la formation. Et la formation, ça doit passer par vraiment par l'expertise en agronomie. C'est parce que quelqu'un qui interprète des données qui n'est pas agronome, c'est très difficile. Moi, j'ai vu des aberrations, sincèrement, pour des gens qui, en fait, qui ont appliqué des principes de l'intelligence artificielle pour prédire, pour classer, pour sélectionner, etc. Mais il y a quand même beaucoup de lacunes dans l'oubli de certaines composantes importantes en agronomie. Alors, ce que je vois, moi, ma vision par rapport à ça, c'est la formation de nos étudiants, de nos futurs agronomes. Donc, s'ils parviennent à utiliser correctement les résultats de l'intelligence artificielle, je ne dirais pas qu'ils rentrent dans les procédures de programmation, dans les procédures de... C'est parce que comme utilisateurs, ils parviennent à le faire, ça, il n'y a pas de problème. Et le plus important, c'est de savoir comment interpréter. C'est comme l'intelligence artificielle, moi, sincèrement,
Ça ne me fait pas peur, la boîte noire, c'est parce que les procédures sont faites de sorte qu'il y a toujours un processus d'apprentissage, il y a un processus de validation, il y a un processus de testing. Il y en a ceux qui les courtent aussi avec l'apprentissage et le testing à cause que dans l'intelligence artificielle, la validation est intégrée, comme par exemple, je prends l'exemple de Random Forest ou AutoML, etc. Mais la force que je cherche à travers les futurs agronomes, à travers aussi les agronomes, c'est comment interpréter. C'est parce que quand on élabore un outil de ce genre, il y a aussi des composantes qui sont le pourcentage de prédiction. Donc, on voit que si, par exemple, j'utilise, je ne sais pas moi, 6 ou 10 variables dans un système intelligent, je serai en mesure, ou l'agronome ou l'expert serait en mesure de savoir quelle est la composante qui intervient le plus dans l'estimation et la prédiction. Dans quel intervalle elle intervient dans la prédiction et l'estimation. Et tout ça, c'est quand on publie des articles, généralement, on ne regarde pas la boîte noire, l'observé versus le prédit. Ça, c'est important. Il y en a des paramètres qui le disent. Mais la plus grande interprétation se fait au niveau des facteurs qui sont faits pour la prédiction finale. Merci beaucoup, Lotfi. Rapidement, Étienne, en une phrase ou deux, les besoins de l'industrie, selon toi? Donc, beaucoup de données, beaucoup de métadonnées, un standard de notation. On a parlé un petit peu au départ qu'il manquait peut-être de financement pour les premières phases de conceptualisation de l'idéation. On a des programmes au niveau d'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour faire ce genre de processus-là. Donc, j'inviterais les gens peut-être à aller voir les programmes. Il manquerait aussi peut-être un outil simple de valorisation des données parce qu'il faut pouvoir, à un moment donné, tester nos algorithmes. Et moi, je dirais que ce qui manque au niveau, c'est dans certains domaines, on a des benchmarks. Au niveau de l'intelligence artificielle en agronomie, on a besoin de cas simples, mais très, très bien documentés pour être capable de tester nos algorithmes et dire oui ou non, est-ce qu'ils fonctionnent. Merci. Merveilleux. Merci, Étienne. Puis finalement, Jean, au niveau des besoins dans l'industrie, quels sont-ils? Besoin de recherche en partenariat, ça donne rien de travailler en silo. Ça, je suis d'accord avec les précédentes interventions. Également, besoin d'adapter la formation des agronomes autour de 3 ou 4 axes principaux. Le premier, c'est qu'ils connaissent un minimum des outils technologiques utilisables sur le terrain, un minimum des systèmes d'information géographique. Deuxièmement, les agronomes doivent continuer d'être participatifs du contrôle de la qualité de la donnée. Parce qu'un programmeur qui va avoir un pH de 12, il n'allumera pas, mais un agronome va réagir tout de suite. Et ça, c'est important que ce travail-là de contrôle de qualité continue à être exercé par des agronomes, puis ils doivent se positionner pour continuer de le faire. Et finalement, ils doivent être participatifs d'évolution de ces. Travailler au sein d'équipes interdisciplinaires où est-ce qu'ils vont participer à l'évolution des algorithmes, puis à leur contrôle de la qualité, si on veut que ça fournisse également des résultats d'intérêt concret pour les producteurs et puis des outils robustes dans l'établissement de diagnostic et dans la génération de recommandations. Excellent. Un grand merci, Jean. Donc, je remercie nos 3 experts pour cette discussion. Donc, Étienne Laure, Agroalimentaire, Agriculture Canada, Lotfi Chiari et Jean Caron à l'Université Laval. Un gros merci à vous 3. Alors là, pendant la première heure du webinaire, en catimini, on avait quelqu'un qui travaillait fort de son côté pour mettre sur pied une carte conceptuelle et synthétiser les idées de nos présentateurs. Et j'ai nommé Geneviève Barry, qui est co-directrice stratégie et innovation assistée idées de l'ENAP et chercheur. Donc, Geneviève, bonjour. Comment se dessine ta carte conceptuelle là, jusqu'à maintenant? Bien, ça va bien. Il y a pas mal de stock. Donc, je vais essayer de vous synthétiser ça. C'est sûr que ce n'est pas tout beau encore, là. Celle qu'on voit en haut, c'est celle de l'atelier précédent. Puis, celle qui commence à prendre forme
pour la filière là, végétale est ici. Donc, en mauve, on a d'abord la première question qui était posée, qui était là, relative aux sources de données. On a eu d'abord Ortho on a eu plusieurs intervenants là, qui ont pris la parole. Il y a eu AgriFusion qui nous a parlé des différentes données qui existaient, mais aussi du besoin là, qui demeure, là, donc des données qui demeurent à être valorisées. On remarque aussi des silos. Pour ce qui est de Ortho, on dit aussi qu'on a beaucoup de données, des stations, des capteurs qui permettent là, d'avoir une idée du niveau là, d'irrigation qu'on a besoin. On a aussi plus récemment ajouté d'autres technologies qui permettent de recueillir de la donnée. Chez Ortho, on a fait de la valorisation d'un point de vue externe avec leurs clients de ces données-là. On l'a fait aussi au niveau interne. Au niveau externe, on a commencé à développer là, donc des modèles prédictifs avec des recommandations. Puis, pour simplifier, ça a été beaucoup souligné, là, pour simplifier l'utilisation des données valorisées, là, on en est arrivé aussi à automatiser les recommandations. Donc ça rejoint une grande préoccupation là, qui est exprimée parce que sans, dans le fond, cela, les producteurs n'utilisent pas la donnée, ne voient pas la plus-value et ne calibrent pas bien leurs équipements. On va le voir plus loin. Au niveau interne, il y a eu aussi chez Ortho une valorisation. Donc, ça leur permet là, maintenant, là, ils ont fait un changement de modèle d'affaires. Donc, maintenant, ils vont plus avec des appareils là, c'est de la maintenance qu'ils font, ce qui leur permet de détecter rapidement les problèmes. Ce qui est quand même intéressant parce que c'est revenu cet aspect-là, là, le problème de la calibration des données qui est l'enjeu même de la qualité même des données. Et donc, si à la base, on ne règle pas cet enjeu-là, c'est un enjeu pour les modèles prédictifs qui ressortent. Ensuite de ça, on a regardé avec Boîte Maraîchère. Boîte Maraîchère a également beaucoup de données. Un des enjeux, c'est un enjeu de diagnostic qui pose plus largement l'enjeu du développement des algorithmes capables là, de détecter là, les bons outils de diagnostic. On voit que les photodétections, ça prend beaucoup de banques de données. Il y a du développement à faire. Ce développement technologique-là appelle une meilleure synergie avec les acteurs et ça me permet de bondir ici sur la question de la valorisation des données parce qu'un des éléments clés, leviers ou obstacles qui a été relevé, c'est la question de l'importance des partenariats. Partenariats que ce soit entre les consultants externes, les chercheurs, partenariats également, puis un meilleur arrimage est très important entre les fabricants, les producteurs agricoles, les chercheurs, pour être en mesure de développer les algorithmes. Pourquoi que la collaboration est si importante, c'est que le big data ne se fait pas seul, ne se fait pas en silo. Et ça, c'est le point de départ, cette collaboration-là, là, pour la valorisation des données. Ceci dit, c'est pas tout, les partenariats. On se rend compte qu'on a besoin d'avoir des étudiants qui sont formés. On a parlé d'ingénieurs agronomes, donc des gens qui sont capables d'apprécier la donnée agronomique, mais qui sont aussi capables d'utiliser les données du terrain. Ça a été largement là, mentionné dans l'importance au niveau des besoins des acteurs de développer des programmes de formation qui permettent d'avoir de futurs étudiants là, qui répondent aux besoins du terrain. Par rapport aux autres obstacles, évidemment, le financement qui revient. Par rapport ensuite de ça, si je poursuis au niveau des obstacles, un des grands enjeux, c'est la qualité des données, l'absence de protocole, l'absence de standardisation. L'enjeu ici qui est au cœur de ça, c'est la question de la
la réplicabilité, de la fiabilité, transparence et robustesse. Et ça appelle que chaque outil, avant qu'il soit mis de l'avant, ben, ça appelle une phase de testage. Une des clés pour résoudre ça, un des leviers, c'est la normalisation. On a donné l'exemple du Bureau de la normalisation du Québec. Et si je peux me permettre une comparaison avec la filière précédente, en agriculture de précision, en tout cas, c'est revenu souvent là, la question des protocoles puis de la standardisation. Ça, c'est un élément là, qui est revenu beaucoup dans vos interventions. La question de la propriété des données a surgi, son accessibilité à cette donnée-là, son format, sa transmission. On a parlé d'un manque d'arrimage entre les sources de données, ce qui soulève l'enjeu de l'interopérabilité. Ensuite de ça, on a parlé de mise à l'échelle des produits développés du champ vers l'ensemble des fermes. Et ça pose ici la question d'avoir des modèles non seulement fonctionnels à une échelle, mais qui sont fonctionnels pour l'ensemble des fermes, mais aussi pour les utilisateurs. On a parlé qu'il y avait un grand enjeu de pénurie d'informaticiens, de développeurs. Et on a parlé aussi que pose un défi le fait qu'on passe d'une agriculture classique vers le bio, d'une monoculture vers une pluriculture. On a parlé de la boîte noire. Quand on parle ici de la collaboration entre les différents acteurs puis du développement de modèles, on a parlé de la fameuse là, boîte noire là, au niveau des outils algorithmiques. Ça pose des enjeux par rapport à la confiance, mais aussi pour les professionnels en agronomie. Donc, on fait référence ici à la preuve de concept et d'explicabilité. Et pour terminer rapidement, au niveau des besoins des acteurs, ben, on a identifié un certain nombre de besoins, une meilleure synergie entre l'ensemble des acteurs, des programmes de subvention qui sont simplifiés. Au niveau de la formation, on en a déjà parlé, recherche qui est effectuée en partenariat parce que ça prend l'ensemble des regards de l'utilisateur de données aux développeurs, aux chercheurs. Ça prend des processus de valorisation qui sont plus simples avec des outils plus simples. Et je m'arrêterai ici, Dani. Super, très impressionnant déjà la quantité d'informations qui ont été recueillies avec nos 6 premiers intervenants. Un gros merci Geneviève. On te retrouve à la fin du webinaire pour la présentation finale de la cartographie en fait. Donc, c'est le moment où est-ce qu'on va ouvrir la discussion à une dizaine d'intervenants et d'intervenantes de la filière des productions animales pour bonifier la synthèse qui ne se veut pas exhaustive. Donc, c'est un exercice à haut niveau pour initier une réflexion et un travail d'analyse qui va s'opérer par la suite. Donc, j'appellerai comme premier intervenant Nicolas Tremblay, qui est agronome et chercheur scientifique pour Agriculture et Agroalimentaire Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nicolas, vous avez une vaste expérience puis connaissance de l'industrie, notamment pour la prédiction là, des besoins de fertilisation azotée dans certaines cultures. Est-ce qu'il y a des éléments importants là, qu'on a oubliés dans la carte conceptuelle que Geneviève vient d'évoquer? Je suis très content de ce qui a été dit. J'acquiesce à la plupart, à la totalité des préoccupations de mes collègues. Donc, de ce côté-là, j'ai rien de majeur à soulever. Peut-être que j'insisterai sur la question de bien assurer la représentativité des données et des métadonnées qu'on voudrait servir à la création de modèles, parce que c'est assez connu que quand nos données, quand notre réalité n'est pas prise en compte par les méthodes d'apprentissage, le résultat du modèle ne donne pas des choses satisfaisantes. Donc, il faut s'assurer d'être à l'intérieur de la boîte en termes de représentativité des conditions qui nous intéressent plutôt que d'être à l'extérieur. Sans ça, on ne sera jamais satisfait des résultats qu'on obtiendra de l'utilisation des modèles. Ça, c'est une chose que j'ai peut-être manqué, mais qui me semble important d'insister. Et si je
pouvais tout de suite ajouter mon petit grain de sel sur la question de la qualité des données. En fait, la question de la standardisation, parce que je veux juste souligner qu'il y a un webinaire qui va avoir lieu à l'échelle internationale le 17 mai. Je mettrai le lien dans le fil de discussion, mais on va précisément parler des initiatives de standardisation qui ont lieu à l'échelle internationale parce qu'il y en a et ne sont pas connus, mais le but du webinaire, c'est de les faire connaître. Et il va y avoir des conférenciers du Japon, de la Floride, de l'Australie, tout ça. Je mettrai le lien dans le fil et j'invite tout le monde à participer. C'est gratuit et ça va être très, très intéressant. Je m'en tiens à ça pour l'instant. Merci. Un gros merci, Nicolas. Oui, ce sera une présentation fort importante là, en fonction là, de tous les enjeux qui ont été évoqués là, par nos précédents interlocuteurs. Donc, on va passer maintenant à Tina Cambouri, qui est chercheure scientifique au Centre de recherche et de développement de Québec, d'agriculture et agroalimentaire Canada. Donc, vous aussi, vous avez beaucoup d'expérience en agriculture de précision et en fertilisation là, des agroécosystèmes. Comment vous réagissez là, suite aux discussions qu'on a eues jusqu'à maintenant? D'abord, bonjour à tous. J'ai trouvé les discussions très intéressantes. Ça m'amenait à une certaine réflexion que j'ai souvent en agronomie. Je me dis que souvent, rien n'est noir, tout est gris. Et rien n'est noir, rien n'est blanc. On est toujours dans des zones grises parce que il reste encore beaucoup de recherches à faire en agronomie afin de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle adéquatement en agriculture. Car les bases d'agronomie ont été développées principalement sur des moyennes d'observation. Maintenant, on veut aller à gérer chaque individu qui, lui, a son propre bagage génétique et qui va présenter aussi une grande variabilité puis de grands défis. J'aimerais rebondir aussi sur le point de la formation. On dit, bon, il manque de formation au niveau des futurs agronomes, mais aussi de la formation au niveau des agronomes qui sont déjà sur le terrain. La formation continue parce que on ne peut pas juste se fier sur les nouveaux agronomes. On est quand même une cohorte d'agronomes d'à peu près 3000 ou je ne sais pas exactement le nombre d'agronomes qu'on a au Québec, mais chacun doit se préoccuper de sa formation continue. Et un des aspects à regarder de nos jours, c'est évidemment l'agriculture de précision et l'intelligence artificielle. Un autre sujet aussi qui m'a interpellée, c'est la standardisation des données que Lotfi a parlé beaucoup. Et je me passais le commentaire, est-ce que le fait d'avoir une certaine automatisation dans la collecte des données, par exemple avec des robots, ne nous permettrait pas d'avoir une plus grande standardisation, d'éliminer l'effet humain pour la collecte des données? Puis enfin, aussi dans la standardisation des données, il y a aussi l'expérimentation à la ferme. Moi, ça fait 25 ans que je fais de la recherche en agriculture de précision et toutes mes expérimentations sont faites à la ferme. Ce qui a développé une certaine conscience à essayer de standardiser toutes les mesures qu'on prend au niveau des échantillons de sol ou de plantes, prendre une attention particulière aux données provenant des capteurs de rendement. Mais par contre, ça me fait faire des expérimentations qui sont très lourdes sur le terrain. En termes de gens à gérer et de tout vérifier, tout penser à tout. Donc, je suis très, très en faveur là, de participer à la standardisation des données là, pour l'expérimentation à la ferme, parce que c'est ce qui va apporter une grande quantité de données à l'intelligence artificielle et des données de qualité. Je peux m'arrêter ici. Super. Un gros merci à Tina pour ces commentaires. Je vais maintenant appeler Yvan Ouellette, qui est gradué en génie de l'Université de Sherbrooke et PDG et cofondateur de Oroma AI. Donc, Yvan, en tant qu'expert IA, puis entrepreneur là, qui développe des solutions pour les agriculteurs, notamment avec la télédétection, comment réagis-tu là, suite à ces discussions-là? Est-ce qu'on a des angles morts là, dans notre vision présentement là, qu'on n'a pas abordés? Oui, je dirais, écoute, dans les dernières discussions qu'on a eues là-dessus, il y a vraiment une corrélation à plusieurs niveaux. Je pense qu'on a vraiment besoin, tout le monde le dit, peut-être de manière différente un peu, mais il y a besoin d'un intervenant qui va être capable de piloginoter, d'assumer la collecte, la normalisation, les protocoles de notation pour chacune des différentes filières, l'agrégation, la publication et la définition de modèles
pour tout ce... Puis là, tu as vraiment, dans la dernière conférence, on parlait des gens qui font du lait. Ben, les gens qui font du lait, ils ont besoin de savoir la traçabilité pour eux d'où vient la matière première et où va le suivant. C'est un problème très, très, très complexe. Moi, c'est ça que je retiens. Là. On a vraiment besoin de quelqu'un qui va prendre le lead là-dessus, qui va s'assurer que la donnée est disponible. La donnée est disponible. Il y a 2 points là-dessus qui sont vraiment des trucs au niveau du gouvernement. L'Internet haute vitesse en région pour les agriculteurs, ce n'est pas une blague. J'écoutais Philippe parler de ses problèmes tantôt. Là. Moi, je suis en région. Un petit projet chez nous en intelligence artificielle, c'est 1 térabyte. Alors, déplacer 1 térabyte, écoute, tu n'es pas dans le même ordre de magnitude là, que de prendre l'après-midi pour télécharger le film des enfants le soir. Mais ça, c'est un réel problème à plusieurs niveaux. Le deuxième problème, c'est nous, ce qui nous manque, c'est la donnée terrain. On travaille en satellitaire, en aéroporté, avec du multi de l'hyperspectral. En fait, on a bien hâte d'aller à la boîte maraîchère pour travailler local en hyperspectral. Mais ce qui manque, c'est toutes les données qui sont dans la machinerie, qui ne sont pas normalisées, qui sont souvent dans des formats propriétaires, que les manufacturiers refusent. Écoutez, les histoires qu'ils nous racontent pour ne pas partager ces données-là, en fait, c'est risible parce que moi, ça fait 30 ans que je les entends, puis je me dis, écoute, tu fais ça pour ton bénéfice propre et non pas celui de ton client quand tu agis comme ça. Donc, moi, ce que je dis, ma conclusion, c'est ça prend vraiment un lead. Ça prend un intervenant qui va prendre ça en main. Est-ce que c'est Données Québec? Est-ce que c'est le fédéral avec le groupe de données publiées? Écoute, je ne sais pas. Mais je pense il y aurait une belle discussion à avoir là, autour de... Ça prend un intervenant principal. Après ça, ça va prendre des intervenants spécialisés par filière. Vraiment pour monter quelque chose qui pourrait être la grande fierté du Québec dans une dizaine d'années. Ça va prendre 10 ans en passant. Excellent. Merci beaucoup, Yvan, pour ce commentaire. Je vais appeler maintenant Nicolas Deschamps, qui est président de Drone Deschamps et qui se spécialise dans la collection d'images par drone. Donc, quels sont les défis de déploiement de solutions IA en agriculture? Nicolas, je pense que tu as commencé là, dans les dernières années à t'y pencher. Est-ce qu'on a Nicolas avec nous? Vous m'entendez? Oui. Oui, il est là. Donc, parfait. Oui, quels sont les défis là, justement que tu as eu à adresser là, avec tes solutions là, chez les producteurs? Nous, aujourd'hui, le plus gros défi, en effet, c'est réussir on va dire, à prouver en effet aux producteurs le gain économique qu'il peut y avoir grâce à l'utilisation de certaines solutions ou au développement de certaines solutions. En effet, sur les apports azotés, il y a déjà énormément d'historique sur différents travaux et ça, ce sont plutôt des outils qui, eux, sont liés à de l'image satellite. Nous, on est quand même plus sur des images de télédétection à base de drones. Donc, on travaille aussi sur des problématiques où on appelle ça, nous, des challenges avec les producteurs qui s'en vont avec nous. Qui sont sur des images un peu plus proximales et c'est l'IA en effet a un gros enjeu dans tout ça. Le gros challenge, c'est ça, c'est prouver la rentabilité environnementale, sociale et économique de ce type de solution. Mais on y arrive avec le temps et on est clairement conscient que ce sont des solutions qui intéressent surtout des gros producteurs et pas forcément de petits producteurs qui sont en biologique ou en transition biologique, car eux, ils connaissent leur ferme sur le bout des doigts. Donc, d'être capable finalement on revient à la discussion qu'on avait eue avec Jean Caron à l'effet de, c'est quoi la valeur des données, puis comment on est capable de prouver ce retour sur investissement-là de la valorisation de ces données-là. Bon, merveilleux. Un gros merci à Nicolas pour... Après, juste pour avancer aussi une information, où on parlait beaucoup de la standardisation des données, et je pense que ça, en effet, c'est la grosse problématique. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas
qu'est-ce que vaut l'information qu'on va acheter si on l'achète, qu'on récolte si on la récolte avec nos équipements et qu'on vend si on la vend. Donc, en effet, il y a tout un travail de standardisation et d'homologation sur tout ça. Et on serait heureux de partager nos données pour permettre de développer ce genre d'outils, en tout cas. Merveilleux. Merci, Nicolas, pour ton commentaire. Je vais appeler maintenant Justine Boulan, qui est docteur en télédétection. Donc, Justine, ton doctorat portait sur la détection automatique de problèmes phytosanitaires de la vigne à partir d'images proximales et d'apprentissage profond. Quel type d'enjeu tu as eu à faire face durant tes études, tant qu'à la collecte puis à la valorisation des données? Des enjeux vraiment importants, c'est la représentativité des données. Puis c'est sûr qu'il y a un effort de collecte de données qui est important pour s'assurer d'avoir un modèle qui soit robuste ensuite. Et donc, c'est par exemple travailler avec plusieurs cépages, sur plusieurs saisons, sur plusieurs intensités de symptômes aussi. Donc, c'est ça, avec cette diversité de données, on peut avoir un modèle qui soit robuste. Donc, c'est sûr que l'agrégation de données dans ces cas-là est intéressante. Donc, travailler en collaboration avec d'autres équipes de recherche ou avec des agriculteurs pour aussi avoir la base de données la plus diverse. Et avoir un benchmark aussi pour tester les modèles, c'est vraiment important pour aussi être sûr que le modèle qu'on développe en interne fonctionne une fois qu'on le met en champ. Un autre défi aussi que j'ai trouvé, c'est ça, avoir à la fois un outil qui soit simple, mais qui soit également complet. Donc, je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un outil qui propose deux niveaux, un niveau qui permette d'avoir directement des recommandations pour simplifier l'interprétation, mais aussi de permettre aux agriculteurs d'accéder à une information plus détaillée s'ils le souhaitent, pour permettre plus de transparence et donc plus de confiance, puis aussi pour permettre l'évolution de l'outil. Si jamais il y a des cas, par exemple, de maladie qu'il n'a pas réussi à bien reconnaître, si on a ce feedback de l'agriculteur, on peut aussi améliorer les modèles. Super, un gros merci, Justine. On va passer à David Torquemani, qui est professeur au département de phytologie en biologie computationnelle des végétaux. Donc, vous utilisez l'analyse bioinformatique, la modélisation et la prédiction là, avec la vérification expérimentale pour visualiser l'évolution du génome des plantes au fil du temps et de leur implication pour l'amélioration agricole. Donc, un des types de données qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent, c'est les données génomiques. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, les problématiques autour de l'utilisation des données génomiques? Bonjour à tous, merci pour l'invitation et pour toutes ces présentations et discussions super intéressantes. C'est une occasion exceptionnelle parce que aujourd'hui, on sait que les données, c'est le pouvoir pour toutes les choses, même pour les domaines agricoles aussi. Et les données, on est de différents types. Et je pense qu'aujourd'hui, une partie qu'on a manqué, c'est les données génomiques, les données génétiques qui sont... Maintenant, c'est plus gros que même les données d'astronomie, qu'on veut dire, la production, c'est ces données. On a les statistiques pour ça et chaque jour, on génère des données colossales de données de séquençage et des données génétiques. Et on l'utilise pour les différents bouts en agriculture. Et une chose qu'on dit, nous comme chercheurs, quand on fait ce genre d'analyse, on utilise une petite portion de ces données. Il y a beaucoup de données qui restent pas utilisées, qui peuvent être utilisées concernant dans le bout de différents sujets en agriculture. Mais comme on n'a pas beaucoup parlé de génomique, et je ne veux pas entrer dans tous les détails qu'on peut valoriser les données génomiques, mais plutôt j'aimerais parler plutôt de la méthode d'apprentissage automatique et intelligence artificielle. Une chose que j'aimerais vraiment rappeler à tout le monde, tout ce que toujours je dis dans mes cours, avec des intelligences artificielles et des méthodes d'apprentissage automatique, on ne peut pas remplacer ces modèles avec des agronomes. Ils sont des outils qu'on développe pour faciliter la vie des agronomes, des producteurs
et augmenter l'efficacité. Bon, il y a des gens qui disent que parfait, aujourd'hui, on développe un algorithme pour faire tout. Cela, c'est pas possible. Si quelqu'un dit ça, c'est fou. C'est pas possible de remplacer tous des éléments qu'on a aujourd'hui. Mais quand même, on peut utiliser et développer des algorithmes qu'on peut utiliser dans différentes étapes de collecte des données, de traiter des données, de sortir des données qui devraient être utilisables pour des agronomes et aussi pour les producteurs. Une autre chose qui manque aujourd'hui, c'est un financement à long terme. Maintenant, moi, je travaille avec plusieurs petites entreprises. Ils ne sont pas un serveur pour garder les données. Ils ne sont pas des personnels pour utiliser ces données. Toujours, on essaye de partager ces données avec eux. Mais nos ressources financières dans l'université, c'est très limité. Par exemple, je commence un projet avec un producteur, on fait des choses merveilleuses, mais au bout de 3 ans, 4 ans, le financement se termine et je ne peux pas continuer à garder les données ou mettre les données aux producteurs. Et comme vous avez vu dans différentes parties du pays au Québec, on n'a pas toutes ces infrastructures pour garder les données. Je pense que cela, c'est une autre problématique et qu'il faut qu'on regarde attentivement parce qu'on génère des données, on l'utilise aujourd'hui et demain, on ne trouve pas les données pour réutiliser. Cela, c'est un problème majeur qu'on voit. Merveilleux. Ben, merci beaucoup, David, pour vos commentaires qu'on n'avait pas beaucoup entendus, effectivement, là, depuis le début de la rencontre. Donc, merci beaucoup pour ça. On va passer maintenant à Hossein Bonakhdari, qui est professeur adjoint au département des sols et de génie alimentaire à l'Université Laval. Donc, vous êtes un expert, Hossein, en méthodologie d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Donc, est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez ajouter à la discussion qu'on n'a pas nécessairement abordé jusqu'à présent? Oui, bonjour à tous. Je pense qu'on a beaucoup parlé pour différents aspects pour la modélisation, c'est-à-dire où nous avons un triangle ici. Premièrement, c'est la base de données. Deuxièmement, c'est l'outil qui est l'intelligence artificielle. Et troisième aspect, c'est le traitement des données ou interprétation des données. Comme Lotfi a dit, cet aspect est très important. Moi, je voulais dire, qu'est-ce qu'on entend avec la modélisation d'intelligence artificielle? On peut dire 2 différents aspects. Premièrement, analyse des données. Deuxièmement, la prédiction. Pour analyse des données, c'est facile. On peut utiliser les différents paramètres de performance. À partir de ça, on peut conclure la méthode est bonne ou pas. Mais je voulais attirer votre attention à la deuxième partie. Pour la prédiction, il faut avoir la confiance. Ce qui est important, il ne faut pas oublier la confiance. Moi, je voulais bénéficier à cette rencontre et peut-être on peut aller un peu loin dans l'intelligence artificielle en utilisant d'autres mots pour compléter pour le secteur agroalimentaire. Moi, je voulais dire, moi, je préfère personnellement de dire intelligence artificielle responsable. C'est le mot responsable est très important, c'est-à-dire nous avons besoin toujours les scientifiques des données à côté des experts, c'est-à-dire la combinaison entre ces 2 parties-là pour compléter et produire un produit qui est responsable et qui peut répondre à nos questions et nos besoins. Merci. Merveilleux. Un gros merci, Hossein, pour ce commentaire. On va passer maintenant à Aïcha Issa, qui est fondatrice de Valorisons, un cabinet de valorisation de données. Aïcha, tu as travaillé avec quelques entreprises agricoles, notamment avec UNSAR. Donc, quelle expérience là en tires-tu? Puis, est-ce que tu vois cette expérience-là ou qu'est-ce que tu as enregistré de ces expériences-là sur la carte conceptuelle qu'on a vue tout à l'heure? Merci de l'invitation. Je pense que Mme Marie a fait un super travail de synthèse. Moi, ce que je voulais dire au niveau de ce qu'on fait, nous, en termes de valorisation, on accompagne des entreprises
autant individuels que des organisations, puis le besoin de valorisation n'est pas le même. Donc, pour des organisations, puis dans le domaine des productions végétales, il y en a beaucoup. Il y a les fédérations, il y a les clubs conseils, il y a les centres de transfert, il y a une multitude d'organisations qui se sont adaptées à l'industrie puis aux outils de travail des producteurs en créant des outils maison. Alors, le point que je voudrais apporter là, c'est peut-être de passer par un inventaire parce qu'il y a des outils, il y a des mines d'or qui existent au niveau des outils de capture et de traitement de l'information pour faire de l'agriculture de précision qui valent la peine d'être vulgarisés puis d'être portés à la connaissance de tout le monde. Ça, donc, au niveau des organisations, l'autre enjeu qu'on voit, des associations, je parle, qui regroupent des producteurs, c'est la valorisation, eux, de leur proposition de valeur. Donc, à quoi ils servent? Est-ce qu'ils sont adaptés aujourd'hui sur le marché avec les outils qui proposent à leurs membres? Est-ce que ces outils-là sont pertinents pour créer de la valeur pour le membre? Donc, pour ce membre qui est une organisation, puis là, tantôt, on parlait des CERM, puis c'est la même chose pour les grosses entreprises. Des fois, ces entreprises-là ne savent même pas le capital de données qu'elles ont. Donc, nous, quand on arrive, la question, c'est pas est-ce qu'on a capturé de la donnée ou est-ce que la donnée existe, mais c'est de voir c'est quoi la proposition de valeur. Comment est-ce qu'on peut prévoir différentes valeurs, retour d'investissement pour que le changement, le shift de passer d'une mode de production où on est beaucoup plus intuitif, où on se base sur plusieurs multitudes d'outils maison pour que ce soit opérationnel à long terme. Un autre outil de valorisation qu'on regarde, c'est comment est-ce qu'on peut supporter l'organisation, notre client ou l'association, à supporter les allégations qu'ils ont sur leurs produits. Ça peut être des allégations réglementaires, allégations sur les attentes du consommateur. Et les critères ne sont pas essentiellement de la culture, des critères sur l'agriculture de précision, mais vraiment des critères qui sont également économiques. La disponibilité du produit. Est-ce que mon produit j'ai mis en inventaire, est-ce que son état est toujours le même? Est-ce qu'il est stable? Est-ce que je connais mes volumes parce que j'ai plusieurs sites de production, peut-être aussi plusieurs sites d'inventaire? Est-ce que mon inventaire est à jour et me permet de suffire à ma demande? Est-ce que mes prix sont compétitifs par rapport aux réactions qui se font sur les marchés? Ça peut ne pas être une grosse entreprise, ça peut être juste une petite entreprise qui fait une production locale puis qui a donné un prix X alors que le prix a varié sur le marché entre le moment où elle l'a fixé dans la semaine, bien, de pouvoir réagir pour mettre en marché son produit au bon moment. Donc, au niveau de la standardisation, c'est sûr que c'est intéressant, mais on est quand même dans le domaine du vivant, puis avec l'urgence climatique, il y a des enjeux de maladies qui vont apparaître. Donc, je pense que c'est important de garder l'œil ouvert à ce niveau-là parce que peut-être que notre sémantique ou notre ontologie va être mise à jour ou complètement chamboulée parce qu'on est plus essentiellement sur des maladies qui apparaissent dans des facteurs climatiques dans le Nord. Donc, ce sont des points sur le marché et la mutualisation que je trouve qu'on pourrait rajouter dans le portrait aujourd'hui. Super. Merci beaucoup, Aïcha, pour ton commentaire. Et finalement, notre dernier intervenant, et non le moindre, c'est Jean-Philippe Sirois, qui est directeur technique chez Géomont. Donc, Jean-Philippe, vous travaillez dans la mise en place de bases de données et de la diffusion de l'information géographique sur le web. C'est vous qui avez le commentaire final pour compléter la cartographie. Est-ce que vous avez des éléments qui n'ont pas été encore mentionnés jusqu'à présent à ajouter? Je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, merci à tout le monde qui ont participé. C'est une invitation qu'on a peu la chance d'offrir à une autre clientèle. Évidemment, moi, je suis plus dans le domaine de la géomatique, de l'information. On est derrière Infosol. Donc, on a été mis en contribution à travers différentes équipes pluridisciplinaires pour pouvoir mettre en place ce type de plateforme-là. Écoute, j'ai pris quelques notes, mais rapidement pour ne pas trop dépasser. Il y a beaucoup nous, on a travaillé de pair avec le MAPAC, avec des agronomes. Il y a beaucoup de gens qui s'informent sur les formations en géomatique. La télédétection, je suis un spécialiste en télédétection aussi. Donc, il y a beaucoup d'informations. Il y a vraiment comment je pourrais dire, on est au balbutiement de nouvelles technologies, que ce soit le drone, que ce soit justement la télédétection, l'acquisition de données LIDAR.
Et vraiment, on arrive vraiment à essayer de tout comprendre ça d'un coup. C'est très, très lourd, très difficile. Et il y a une de M. Loiseau qui a parlé de justement offrir des équipes qui vont travailler de pair, qui ont chacun leur spécialité, mais qui vont travailler ensemble dans un écosystème pour vraiment arriver à avoir le meilleur des deux mondes finalement. Et vraiment, là, sur InfoSol, on a travaillé avec des agronomes pour mettre en place des modèles prédictifs, par exemple pour les vers fils de fer. Et aussi, par exemple, il y a des modules hydrologiques pour déterminer des bassins versants, faire des calculs hydrologiques de base. Mais vraiment, ça a toujours été fait de concert avec une équipe qui était derrière ça pour valider les modèles. Et le principe de boîte noire, je vous dirais que c'est un principe qu'en géomatique, on subit aussi. Donc, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un contexte nouveau. Je pense qu'il y a vraiment une documentation qui doit être faite dans ce sens-là pour assurer la pérennité des outils qui sont développés. Et vraiment, je suis très content de pouvoir illuminer un petit peu ce chemin-là, cette branche de l'agronomie qui pourrait servir de la géomatique. Merci. Merveilleux. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Donc, je vois que le temps passe. Je sais qu'il y a certaines personnes qui devront nous quitter là, dans la prochaine minute. Donc, je vous remercie, je vous salue, puis je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Nous, on va prendre encore quelques minutes pour retourner vers Geneviève qui va nous présenter la version bonifiée, je dirais pas finale parce qu'il va rester encore du travail à faire, mais disons la version bonifiée de la carte conceptuelle pour la filière des productions végétales en fonction là, des derniers commentaires très pertinents là, qu'on a eus dans les dernières minutes avec nos intervenants et intervenantes. Donc, Geneviève, comment ça se présente pour toi? Ah, Geneviève, je crois que ton micro n'est pas activé. Oui, excusez-moi. Donc, c'était très riche. On est revenu, en fait, sur la notion de confiance qui est primordiale là, derrière. J'ai bien aimé ce fameux triangle, base de données, outils et traitement des données, mais tout ça repose sur cette idée de confiance. On est revenu encore beaucoup sur la difficulté d'accès aux données, la question de la propriété des données avec les fabricants. Ça semble être un enjeu. On est revenu aussi sur la question de l'importance de la représentativité. Hein. Ça rejoint cette idée-là du fameux triangle et de cette idée de la confiance. Et on a mentionné également avec les boîtes noires là, la question des enjeux éthiques. Si je regarde là, rapidement, ce qui a été ajouté, ça a été beaucoup des éléments complémentaires. On a rappelé cette idée-là que c'est lourd quand même, hein, l'expérimentation à la ferme, c'est nécessaire pour avoir des données puis de l'accumulation de données, mais ça demeure lourd et ça pose la question du financement à long terme. On mène des projets, on accumule des données dans les projets universitaires, mais on réalise que le financement de ces projets de recherche-là ont une durée limitée. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite des données amassées, de leur stockage? Et à ce sujet-là, il y a quelqu'un qui a dit ça prend un lead. On a besoin de quelqu'un qui prend le lead sur la question des données. Oui, le gouvernement a très certainement un rôle, mais également de le faire, non pas par filière, mais avec l'ensemble des filières. Probablement que ça va être un des constats qui va se dégager. Il y a des défis similaires d'une filière là, à une autre au niveau de l'agroalimentaire. Laissez-moi juste voir là, si je n'ai pas oublié des éléments importants qui ont été mentionnés. On a souligné que la valorisation des données, ça dépend hein, des besoins. Les besoins, on revient à cette idée-là des utilisateurs de ces données-là, d'être en contact avec ces utilisateurs-là, de comprendre leurs besoins, de savoir aussi qu'il existe des outils. Donc, ce n'est pas juste d'en développer de nouveaux, c'est de bien connaître les outils existants. Ces outils-là, pour plusieurs, ça vaut leur pesant d'or, mais ça pose donc la question d'avoir des processus plus clairs pour valoriser les données, d'avoir des outils simples et bien documentés et d'avoir des gens qui nous accompagnent dans ce cheminement-là. Je m'arrêterai ici, je crois, là, Dani, pour ce qui est de ce petit complément d'information.
Excellent travail de synthèse, Geneviève. Merci beaucoup pour ton travail. Je crois qu'on a un document qui se veut quand même assez complet. Je vous rappelle que notre objectif, ce n'est pas d'être exhaustif, mais bien d'avoir une vue à haut niveau de la filière en production végétale pour initier une réflexion et un travail d'analyse par la suite avec lui. Donc, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, à vous remercier pour votre présence cet après-midi, notamment à nos présentateurs ainsi qu'à nos intervenants et intervenantes qui nous ont permis là, de faire ce travail colossal là, de synthèse tout au long de l'activité. Merci beaucoup pour votre engagement. Je vous invite également à prendre part à nos prochains webinaires qui vont se tenir le 22 avril pour la filière de la transformation alimentaire et le 28 avril pour la filière des pêches et de l'aquaculture. Donc, un gros merci à tous et à toutes pour votre participation aujourd'hui et on se revoit la semaine prochaine.